Merlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Hé! Vous m'entendez? Mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. De fouler les colis. Seront-ils des chevaliers? Analyse et explication de Camelot, deuxième volet, partie 1. Ce texte présente une analyse complète du film Camelot, deuxième volet, partie 1, 2025, en intégrant des informations contextuelles, thématiques et des éléments d'interprétation personnelle sur l'œuvre d'Alexandre Astier. Le film s'inscrit directement dans la continuité du premier volet et de la série télévisée, poursuivant le projet audacieux d'Astier de réécrire la légende arthurienne à travers un prisme résolument moderne et désenchanté. Il s'agit clairement d'un chapitre de transition, conçu comme la première moitié d'un diptyque, ce qui explique sa structure narrative particulière et son absence de résolution conclusive. La situation initiale montre un Arthur ayant repris Camelot à Lancelot, mais un royaume de l'ogre en cendres et une table ronde dissoute. L'intrigue principale suit un roi las, presque résigné, qui ne se remet en selle que sous la pression de son entourage, notamment Léodagan et Dame Célie, pour lancer des quêtes visant officiellement à reconstituer la table. En parallèle, une prophétie obscure annonce la venue d'un assassin d'Orcanie, installant un climat de menace diffuse. La structure narrative est délibérément éclatée, suivant plusieurs groupes de chevaliers en missions distinctes. Cette dispersion, parfois critiquée, est le reflet d'un monde fracturé et d'une royauté qui ne fait plus lien. Elle sert également à poser les nombreux jalons nécessaires à la conclusion ultime de la saga. Le film fonctionne ainsi comme un vaste acte de mise en place. Le thème central est la lassitude du pouvoir, poussé ici à son paroxysme. Arthur n'est plus le roi râleur et énergique de la série, ni même le héros en quête de rédemption du premier film. C'est un homme épuisé, cynique, en plein burnou monarchique. Le geste symbolique de replanter Excalibur dans son rocher est un acte de désespoir et de renoncement pur, bien plus radical que tout ce qu'on avait pu voir auparavant. L'équilibre entre comédie et tragédie, marque de fabrique de la saga, subit une transformation majeure. Le film opère un virage net vers le sombre et l'épique.
L'humour absurde et cinglant, autrefois omniprésent, se fait plus rare, plus intégré à la situation, et parfois moins percutant. Certains gags semblent même prévisibles, comme des échos affaiblis du passé. Cette tonalité a déconcerté une partie du public. Sur le plan formel, l'ambition cinématographique est incontestable. Alexandre Astier assume pleinement le format du grand spectacle. Les plans sont plus larges, la photographie soignée et stylisée, les effets visuels plus présents mais généralement au service de l'atmosphère. La musique orchestrale composée par Astier lui-même, puissante et thématique, s'éloigne des petites compositions de la série pour viser l'ampleur des fresques hollywoodiennes. Les costumes et la direction artistique sont remarquables de détails et de beauté mélancolique. Le casting pléthorique est à la fois une richesse et un défi narratif. On retrouve avec plaisir la quasi-totalité des personnages de la saga, mais leur multiplication, couplée à la fragmentation de l'intrigue, peut donner une impression de dilution. Certaines figures emblématiques n'ont que peu de temps à l'écran, et le film introduit également de nouveaux visages, dont plusieurs membres de la famille Astier, dans des rôles parfois notables. La réception critique et publique a été très mitigée, voire sévère. Beaucoup de fans ont exprimé une déception, parlant de films de transition au scénario vide, regrettant le manque de progression narrative et la raréfaction d'un humour percutant. Les critiques ont souvent pointé un récit désordonné, diffus, et un rythme parfois laborieux. L'absence de données sur des plateformes comme Rotten Tomatoes ou Allociné dans les recherches disponibles semble indiquer un lancement en demi-teinte sur la scène internationale. Cependant, les qualités techniques et la fidélité à l'esprit sombre des saisons finales de la série sont régulièrement saluées. La place de ce film dans la saga est fondamentalement celle d'un interlude nécessaire mais incomplet. Son rôle est de poser les bases de l'ultime confrontation, la prophétie de l'assassin, les quêtes dispersées des chevaliers, un sortilège menaçant Camelot et le retour potentiel de Lancelot dans l'ombre. Il approfondit l'évolution psychologique d'un Arthur au bord de l'abîme, un roi qui semble douter de la légende elle-même. En définitive, Camelot, deuxième volet, partie 1 est une œuvre ambitieuse et risquée. Elle assume un virage esthétique vers le grand cinéma épique et tragique, au prix d'un certain déséquilibre et d'une dilution narrative. Elle fonctionne comme un long prologue, une mise en condition pour le climax à venir. Son succès artistique final ne pourra être jugé qu'à l'aune de la partie 2, qui devra lui donner tout son sens et sa résolution. C'est un film pour les fans investis, prêts à suivre Alexandre Astier dans les méandres complexes et sombres de sa vision. Le film s'inscrit directement dans la continuité du premier volet et de la série télévisée, poursuivant le projet audacieux d'Astier de réécrire la légende arthurienne à travers un prisme résolument moderne et désenchanté. Il s'agit clairement d'un chapitre de transition, conçu comme la première moitié d'un diptyque, ce qui explique sa structure narrative particulière et son absence de résolution conclusive. Cette décision artistique place délibérément le spectateur dans une position d'attente, à l'image des personnages qui errent dans un récit en suspens. L'ambition est de construire une tension dramatique qui ne pourra se délier que dans l'ultime opus. La situation initiale montre un Arthur ayant repris Camelot à Lancelot, mais un royaume de l'ogre en cendres et une table ronde dissoute. Cette victoire à la Pyrrhus est l'atmosphère du film, une mélancolie de l'après-combat, où les fondations sont plus fragiles que jamais. L'intrigue principale suit un roi las, presque résigné, qui ne se remet en selle que sous la pression de son entourage, notamment Léodagan et Dame Célie, pour lancer des quêtes visant officiellement à reconstituer la table. En parallèle, une prophétie obscure annonce la venue d'un assassin d'Orcanie, installant un climat de menace diffuse qui plane comme une épée de Damoclès sur une cour déjà moribonde. La structure narrative est délibérément éclatée, suivant plusieurs groupes de chevaliers en missions distinctes. Cette dispersion, parfois critiquée, est le reflet d'un monde fracturé et d'une royauté qui ne fait plus lien. Elle sert également à poser les nombreux jalons nécessaires à la conclusion ultime de la saga. Le film fonctionne ainsi comme un vaste acte de mise en place où chaque fragment d'histoire, chaque quête apparemment anecdotique, est probablement une pièce d'un puzzle plus vaste que seule la suite révélera. Le thème central est la lassitude du pouvoir, poussé ici à son paroxysme. Arthur n'est plus le roi râleur et énergique de la série, ni même le héros en quête de rédemption du premier film. C'est un homme épuisé, cynique, en plein burnou monarchique. Le geste symbolique de replanter Excalibur dans son roche est un acte de désespoir et de renoncement pur, bien plus radical que tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Cette lassitude n'est pas seulement politique, elle est existentielle, elle touche à la croyance même en la destinée et au mythe. L'équilibre entre comédie et tragédie, marque de fabrique de la saga, subit une transformation majeure. Le film opère un virage net vers le sombre et l'épique. L'humour absurde et cinglant, autrefois omniprésent, se fait plus rare, plus intégré à la situation, et parfois moins percutant. Certains gags semblent même prévisibles, comme des échos affaiblis du passé.
Cette tonalité a déconcerté une partie du public, attachée à l'alchimie unique de la série, mais elle est cohérente avec la descente aux enfers psychologiques du personnage principal. Sur le plan formel, l'ambition cinématographique est incontestable. Alexandre Astier assume pleinement le format du grand spectacle. Les plans sont plus larges, la photographie soignée et stylisée, les effets visuels plus présents mais généralement au service de l'atmosphère. La musique orchestrale composée par Astier lui-même, puissante et thématique, s'éloigne des petites compositions de la série pour viser l'ampleur des fresques hollywoodiennes. Les costumes et la direction artistique sont remarquables de détails et de beauté mélancolique, dépeignant un Moyen-Âge à la fois réaliste et profondément onirique. Le casting pléthorique est à la fois une richesse et un défi narratif. On retrouve avec plaisir la quasi-totalité des personnages de la saga, mais leur multiplication, couplée à la fragmentation de l'intrigue, peut donner une impression de dilution. Certaines figures emblématiques n'ont que peu de temps à l'écran, et le film introduit également de nouveaux visages, dont plusieurs membres de la famille Astier, dans des rôles parfois notables. Cette profusion crée une tapisserie narrative complexe mais dont les fils peinent parfois à s'unir en un motif clair. La réception critique et publique a été très mitigée, voire sévère. Beaucoup de fans ont exprimé une déception, parlant de films de transition au scénario vide, regrettant le manque de progression narrative et la raréfaction d'un humour percutant. Les critiques ont souvent pointé un récit désordonné, diffus, et un rythme parfois laborieux. L'absence de données sur des plateformes comme Rotten Tomatoes ou Allociné dans les recherches disponibles semble indiquer un lancement en demi-teinte sur la scène internationale. Cependant, les qualités techniques et la fidélité à l'esprit sombre des saisons finales de la série sont régulièrement saluées par ceux qui acceptent cette évolution. La place de ce film dans la saga est fondamentalement celle d'un interlude nécessaire mais incomplet. Son rôle est de poser les bases de l'ultime confrontation. La prophétie de l'assassin, les quêtes dispersées des chevaliers, un sortilège menaçant Camelot et le retour potentiel de Lancelot dans l'ombre. Il approfondit l'évolution psychologique d'un Arthur au bord de l'abîme, un roi qui semble douter de la légende elle-même. Il constitue le creuset où toutes les tensions, personnelles et politiques, sont portées à ébullition avant l'explosion finale. En définitive, Camelot, deuxième volet, partie 1 est une œuvre ambitieuse et risquée. Elle assume un virage esthétique vers le grand cinéma épique et tragique, au prix d'un certain déséquilibre et d'une dilution narrative. Elle fonctionne comme un long prologue, une mise en condition pour le climax à venir. Son succès artistique final ne pourra être jugé qu'à l'aune de la partie 2, qui devra lui donner tout son sens et sa résolution. C'est un film pour les fans investis, prêts à suivre Alexandre Astier dans les méandres complexes et sombres de sa vision jusqu'au bout de son projet titanesque. L'univers de Camelot se pare ici d'une gravité nouvelle, où la légende semble se dissoudre sous le poids du réel et de la lassitude. Les paysages, souvent vastes et désolés, reflètent l'état d'âme d'un roi errant dans les ruines de son propre rêve. Les dialogues, moins nombreux et moins véhéments, gagnent parfois en laconisme ce qu'ils perdent en verve comique, dévoilant une communication à bout de souffle entre des personnages usés. La quête de la table ronde apparaît moins comme un noble idéal que comme un prétexte administratif pour occuper une chevalerie en manque de purpose. Les personnages secondaires évoluent dans ce cadre avec une autonomie inédite, leurs péripéties formant des micro-récits qui semblent échapper au contrôle central du roi. Perceval et Caradoc, figures traditionnelles du comique absurde, sont entraînés dans des aventures qui flirtent avec un surréalisme plus sombre, où le grotesque côtoie l'inquiétant. Leur innocence déplacée devient un ressort dramatique autant que comique, révélant l'absurdité cruelle du monde qui les entoure. Leur duo, autrefois pure source de gags, acquiert une dimension presque pathétique. Dame Célie incarne quant à elle la force pragmatique et têtue qui tente de maintenir les apparences du royaume. Son personnage, souvent en tension entre ses ambitions personnelles et le bien de l'ogre, trouve ici un terrain d'expression complexe où sa loyauté est mise à l'épreuve par le désengagement de son époux. Ses interventions sont des rappels à l'ordre cruel mais nécessaire, des éclats de réalité dans la torpeur générale. Elles représentent la persistance de la machine politique et sociale malgré l'effondrement spirituel de son leader. Les dieux celtes, présents en filigrane, maintiennent une pression métaphysique sur les événements. Leur mécontentement après la clémence d'Arthur envers Lancelot plane comme une malédiction silencieuse. Le film explore subtilement la relation entre le libre arbitre du roi et le destin imposé par ces entités capricieuses, thème central de la saga. Les signes et présages, comme la prophétie de l'assassin, sont les instruments de cette volonté divine insaisissable et menaçante, rappelant que les hommes ne sont que des pions sur un échiquier plus vaste. La relation entre Arthur et Guenièvre atteint également un point de non-retour, marqué par une distance émotionnelle palpable. Les traumatismes du passé, l'adultère, l'usurpation ont creusé un fossé que plus aucun dialogue ne semble pouvoir combler.
Leurs scènes partagées sont chargées d'un non-dit pesant, d'une histoire d'amour et de trahison qui a épuisé toutes ses formes. Guenièvre apparaît souvent comme un fantôme dans les couloirs de Camelot, symbole d'un bonheur conjugal et royal à jamais perdu. L'esthétique visuelle, inspirée par des références au cinéma fantastique et historique, utilise une palette de couleurs souvent froides, dominée par les gris, les bleus sourds et les ocres terreux. Cette désaturation chromatique renforce l'impression de monde éteint, vidé de sa vitalité. Seuls quelques éclats ou la pourpre d'un manteau, lors d'un reliquaire, viennent rompre cette monotonie, comme des souvenirs épars de la gloire passée. La lumière, souvent rasante ou filtrée, sculpte les visages et les décors avec une dureté nouvelle. La bande-son, œuvre personnelle d'Astier, mérite une attention particulière. Elle abandonne les thèmes leitmotiv simples et reconnaissables de la série au profit de compositions orchestrales denses et ambivalentes. Les cuivres suggèrent la majesté perdue, les cordes les déchirements intérieurs, et les percussions une menace sourde. La musique ne commente plus l'action avec ironie, elle l'enrobe d'une émotion grave, cherchant à toucher le spectateur par les sentiments plutôt que par l'esprit. C'est un choix audacieux qui achève de tourner la page du ton sériel. La direction d'acteur suit logiquement cette orientation. Le jeu de Christian Clavier en Léo Dagan, par exemple, tempère sa bouffonnerie habituelle d'une lassitude et d'une inquiétude de père et de seigneur. Il n'est plus seulement le beau-père vantard et impulsif, il devient le relais angoissé d'une autorité qui se délite. De même, Alain Chabat en Lancelot, même absent physiquement d'une grande partie du film, est évoqué avec une telle intensité que sa présence fantomatique pèse sur chaque décision. Le traitement des antagonistes gagne en nuances, brouillant les frontières morales. Les quêtes entreprises par les chevaliers, bien que présentées de manière éclatée, partagent une caractéristique commune, leur futilité apparente. Qu'il s'agisse de récupérer un artefact perdu, de négocier avec un seigneur local ou d'enquêter sur un phénomène étrange, toutes semblent vides de sens, des distractions coûteuses inventées pour donner l'illusion d'un but. Cette futilité est le reflet narratif du désespoir d'Arthur. C'est un roi qui envoie ses hommes accomplir des missions dont il ne croit plus en la valeur, simulant la royauté faute de pouvoir l'incarner. Le film introduit aussi des éléments mythologiques plus obscurs et des créatures issues du folklore celtique, représentées avec un souci du déréalisme plutôt que du spectaculaire pur. Ces êtres ne sont pas des monstres à vaincre, mais souvent les gardiens ambigus de secrets ou les manifestations d'une nature redevenue sauvage et mystérieuse. Ils confrontent les chevaliers à un monde qui échappe aux catégories simples du bien et du mal, un monde bien plus ancien et complexe que l'ordre chevaleresque qu'ils tentent de préserver. L'humour, lorsqu'il survient, naît souvent de l'absurdité bureaucratique ou de la collision entre les idéaux chevaleresques et la trivialité du quotidien. Un chevalier peut débattre gravement du protocole lors d'une mission désespérée, ou un scribe ergoter sur la formulation d'une prophétie mortelle. Cet humour n'est plus un simple délassement. Il devient le signe d'un système de pensée rigide et inadapté, d'une société qui continue de fonctionner sur des codes périmés face à un chaos grandissant. Il fait sourire, mais amer. La symbolique de la table ronde, cœur de la légende, est ici systématiquement vidée de sa substance. Elle n'est plus le symbole de l'égalité et de la fraternité, mais un objet de discorde, un meuble en morceaux dont la reconstruction matérielle semble une gageure aussi vaine que sa reconstruction spirituelle. Chaque fragment retrouvé, chaque chevalier ralliant la cause, est une victoire minuscule et douloureuse qui en rappelle l'éclatement originel. La table est le miroir brisé du royaume. La structure en diptyque impose également un rythme narratif particulier, avec un climax interne qui n'est pas une résolution, mais une amplification des tensions. La fin du film ne propose pas de catharsis, seulement une série de questionnements aggravés et de situations rendues plus critiques. Cette approche peut laisser un sentiment de frustration, mais elle est cohérente avec le désir de construire une œuvre d'une seule traite, où chaque partie n'est qu'un acte d'un drame plus vaste. Le spectateur est invité à endosser la patience et l'incertitude des personnages. La critique de la chevalerie et du pouvoir, constante chez Astier, prend une tournure plus philosophique et moins satirique. Il ne s'agit plus seulement de se moquer des travers des nobles, mais d'interroger la vacuité des institutions humaines face au temps, à la mort et à la trahison. Le film pose la question de savoir s'il est possible, ou même souhaitable, de reconstruire un ordre ancien dont les failles ont été si cruellement exposées. Arthur incarne ce doute fondamental, ce nihilisme élégant qui mine toute action. Les scènes de conseil ou de réunion à Camelot sont empreintes d'une lourdeur procédurière. Les discussions tournent en rond, les décisions sont reportées, l'autorité se dilue dans des débats sans fin. Cette représentation du pouvoir est d'une modernité frappante, évoquant l'impuissance des gouvernances contemporaines face à des crises complexes. La salle du trône, autrefois lieu de rebondissements comiques, devient une chambre d'écho des angoisses et des impasses, magnifiquement filmée dans des plans larges qui noient les personnages dans l'architecture. Le traitement du temps dans le film est également remarquable.
Contrairement au rythme saccadé et aux ellipses joyeuses de la série, le temps semble ici pesant, étiré, comme ralenti par le poids des événements. Les saisons passent, les voyages semblent interminables, l'attente use les corps et les esprits. Cette dilatation temporelle contribue à l'atmosphère de lassitude et à l'impression d'un récit qui prend son temps, quitte à en perdre aux yeux de certains spectateurs, pour creuser son sillon dramatique. Les liens de camaraderie, jadis au cœur de la série, sont mis à mal par la défiance et l'individualisme. La confiance est rompue, les secrets se multiplient, et chacun semble poursuivre un agenda caché. Même les duos inséparables montrent des signes de fissure. Cette déliquescence du lien social est peut-être la tragédie la plus profonde du film. Non seulement le roi a failli, mais le tissu même de la communauté chevaleresque se défait. L'esprit de la table ronde est mort bien avant que le bois ne soit dispersé. Les références intertextuelles, nombreuses dans l'œuvre d'Astier, deviennent plus cinéphiliques et littéraires que populaires. On perçoit des échos au Excalibur de Bourmand dans la mise en scène du sacré et de la nature, ou au Seigneur des Anneaux de Jackson dans la gestion des vastes paysages et des destins individuels. Ces hommages ne sont plus des clins d'œil parodiques, mais des conversations avec des œuvres qui ont traité de thèmes similaires avec une même ambition épique et tragique. Le film assume sa place dans une certaine lignée du cinéma de fantasy. Le personnage de Merlin, ou son absence, est également crucial. Le magicien, figure traditionnelle du guide, manque à l'appel, laissant les humains se débattre seuls avec leurs problèmes. Cette absence symbolise le retrait du merveilleux facile, des solutions magiques. Les personnages doivent affronter les conséquences de leurs actes sans filet surnaturel, dans un monde où la magie, si elle existe, est devenue sourde, distante ou intrinsèquement ambivalente. La quête de rationalité d'Arthur l'a paradoxalement laissé désarmé face à l'irrationnel du destin. Les costumes, au-delà de leur beauté, servent une narration psychologique. Arthur abandonne peu à peu les armures et les vêtements royaux pour des tenues plus simples, plus sombres, presque monacales. C'est un processus de désinvestissement visible, un rejet des oripeaux du pouvoir. À l'inverse, d'autres personnages comme les seigneurs d'Orcanie ou les émissaires romains arborent des atours plus riches et plus élaborés, signe d'une autorité ou d'une ambition montante. Le vêtement raconte les transferts de puissance et les crises identitaires. La photographie use avec intelligence des profondeurs de champ et des flous pour isoler les personnages dans leur solitude, même au milieu de la foule. De nombreux plans montrent Arthur en arrière-plan, observant, distant, déconnecté des conversations qui l'entourent. Cette composition visuelle renforce son isolement intellectuel et émotionnel. Le cadre devient une prison dorée, et les mouvements de caméra, souvent lents et circulaires, évoquent l'enfermement dans un destin dont on ne peut sortir. Les dialogues, moins nombreux et moins denses en répliques cultes potentielles, gagnent en subtexte. Ce qui n'est pas dit, les regrets, les remords, les accusations non formulées pèsent souvent plus lourd que les mots prononcés. Les silences sont éloquents, chargés de toute l'histoire partagée des personnages. Le fameux verbiage astérien cède parfois la place à une économie de moyens qui requiert du spectateur une attention différente, plus intuitive, pour saisir les émotions à fleur de peau. Le traitement de la violence est également plus réaliste et conséquent que par le passé. Les combats, bien que rares, sont brefs, brutaux et laissent des traces physiques et psychologiques durables. La violence n'est plus un prétexte à gag ou à prouesse chorégraphiée, elle est un trauma qui ajoute à la charge mentale des protagonistes. Elle rappelle que le monde de l'ogre est un lieu dangereux où les idéaux se brisent aussi facilement que les os, et où chaque action a un coût humain tangible. L'idée de deuxième volet implique aussi une réflexion sur la répétition et l'échec. Arthur a déjà tenté de construire Camelot, a déjà échoué, et le voilà contraint de recommencer, mais avec moins de force et moins d'illusion. Le film explore la tragédie de la répétition historique, l'impression que les erreurs du passé sont condamnées à se reproduire. Cette circularité désespérante est contrebalancée par de minuscules variations, des choix différents qui, peut-être, permettront une issue nouvelle dans la partie suivante. Le thème de la paternité et de la filiation, présent en arrière-plan, offre des lignes narratives poignantes. Les relations entre Arthur et ses chevaliers, entre Léodagan et sa fille, entre les divers pères et fils éparpillés dans le récit, sont marquées par l'incompréhension, l'attente déçue ou la recherche d'héritage. Arthur, sans héritier direct, voit son royaume comme un fils défaillant qu'il ne parvient plus à élever. Cette angoisse de la stérilité et de la transmission avortée ajoute une couche de mélancolie intime à la crise politique. L'architecture de Camelot elle-même, montrée sous tous ses angles, semble se refermer sur ses habitants. Les couloirs sont des labyrinthes, les salles des pièges, les remparts des frontières qui isolent du monde plus qu'elles ne le protègent. Le château n'est plus un havre mais un tombeau magnifique, un personnage à part entière dont la pierre froide absorbe les espoirs et les rires. Astier utilise l'espace pour signifier l'état mental de ses personnages avec une acuité de metteur en scène de théâtre.
Le film joue aussi sur les attentes du public cultivé par la série. Il prend un malin plaisir à déjouer les réflexes conditionnés. Là où le spectateur attend une réplique culte, il reçoit un silence. Là où il attend un gag visuel, il reçoit un plan d'une beauté austère. Cette stratégie de frustration contrôlée est un pari risqué qui vise à briser la familiarité pour imposer un nouveau langage. Elle force le spectateur à regarder l'univers avec des yeux neufs, sans le confort des codes anciens. La question de la légitimité est centrale, travaillée à travers le personnage d'Arthur mais aussi à travers les prétentions concurrentes de Lancelot, même absent, ou des seigneurs locaux. Arthur a repris le pouvoir, mais est-il encore légitime à ses propres yeux et à ceux de son peuple? Son règne est-il autre chose qu'une parenthèse avant la chute définitive? Le film explore cette crise de légitimité comme un poison lent qui corrompt chaque geste, chaque décision, chaque relation de suzerain à vassal. Les éléments comiques qui persistent servent souvent de défouloir à une tension dramatique devenue presque insoutenable. Le rire, lorsqu'il éclate, est une décharge nerveuse, un instant de répit avant de replonger dans l'angoisse. Il n'est plus un but en soi, mais un outil de régulation du pathos. Cette intégration de l'humour dans la mécanique dramatique est subtile et démontre une maturité d'écriture, même si elle déconcerte ceux qui cherchaient la décompression pure. La prophétie de l'assassin d'Orcanie fonctionne comme un MacGuffin à la Hitchcock, un prétexte pour mettre en mouvement les personnages et révéler leur caractère. Son importance réelle importe moins que la réaction qu'elle provoque. La paranoïa, la défiance, les soupçons qui déchirent ce qui reste de cohésion. Elle est le catalyseur d'une crise de confiance généralisée, montrant qu'un royaume peut se détruire de l'intérieur par la simple peur d'une menace, réelle ou imaginaire. Le montage, souvent jugé trop lent, crée pourtant une respiration particulière, laissant le temps aux paysages et aux visages de livrer leur histoire. Les transitions, parfois oniriques, lient les différentes intrigues par des associations d'idées ou d'images plutôt que par une logique narrative stricte. Ce choix donne au film une texture presque poétique, un flux de conscience collectif où les destins s'entremêlent avant de peut-être converger. C'est un cinéma de l'humeur et de l'ambiance autant que de l'action. La performance d'Alexandre Astier en Arthur est d'une retenue et d'une intensité remarquables. Il communique la fatigue, le dégoût et la lassitude par de minuscules gestes, un regard fuyant, un soupir, un léger fléchissement des épaules. C'est un jeu en deçà des mots, tout en intériorité, qui contraste avec la verbosité explosive de ses premiers interprètes. Il incarne un roi qui a épuisé jusqu'à la capacité d'exprimer sa colère, une figure profondément humaine et touchante dans son abdication intérieure. Les quêtes des chevaliers, en apparence décousues, pourraient être interprétées comme une allégorie des vertus chevaleresques mises à l'épreuve dans un monde qui n'y croit plus. Chaque mission testerait une qualité, la loyauté, le courage, la justice, la tempérance dans des conditions dégradées, comme pour en vérifier la pertinence. L'échec ou la réussite ambivalente de ces quêtes poserait alors la question de la survie de ces valeurs dans un âge de fer. C'est une lecture possible qui donne une unité philosophique au film. La fin ouverte, sur une série de plans suspendus et de questions sans réponse, est un acte de confiance ou de défi envers le public. Elle suppose que l'intérêt pour ces personnages et cet univers est assez fort pour supporter le report de toute gratification narrative. Elle mise sur le désir de voir la suite, de compléter le puzzle. Dans l'attente de la partie 2, cette fin invite à la réflexion, à la spéculation et à la réévaluation des événements du film à la lumière de ce qui est encore à venir. En conclusion, Camelot, deuxième volet, partie 1 est une œuvre exigeante, ambitieuse et inégale qui sacrifie délibérément le plaisir immédiat sur l'autel de la cohérence d'un cycle plus vaste. Son véritable mérite ne pourra être jugé qu'à l'achèvement du diptyque. Il reste un film essentiel pour qui s'intéresse à l'évolution d'un auteur et à la maturation d'un univers unique, où la légende se brise pour peut-être laisser entrevoir, dans ses fissures, une vérité plus fragile et plus humaine sur le pouvoir. Le devoir et la lassitude de vivre sa propre histoire. Le film s'articule autour de la décomposition progressive d'une utopie chevaleresque où chaque protagoniste incarne un aspect de cette désillusion collective. Les quêtes dispersées ne sont pas de simples digressions mais des paraboles sur l'échec à trouver un sens dans un monde désacralisé. Arthur devient le spectateur impuissant de sa propre légende en train de se déliter, observant ses chevaliers reproduire des schémas vides de leur substance originelle. La mélancolie qui imprègne chaque plan semble suinter des pierres de Camelot elle-même, comme si le château pleurait ses heures de gloire envolées. Les rares éclats d'humour surgissent comme des feux follets dans ce marais de désenchantement, rappelant par contraste l'énergie perdue du royaume. L'architecture visuelle du film construit méthodiquement une opposition entre l'intimité étouffante des intérieurs et la vaste désolation des paysages extérieurs. Les scènes de conseil sont filmées dans des cadres serrés où les visages se touchent presque, traduisant la promiscuité conflictuelle d'une cour en décomposition. À l'inverse,
Les plans des chevaliers en voyage les montrent perdus dans des forêts immenses ou sur des landes battues par le vent, écrasés par l'étendue d'un monde indifférent. Cette dialectique spatiale renforce le sentiment d'étouffement à Camelot et de désorientation générale à l'extérieur, comme si plus aucun espace n'était véritablement habitable. La lumière, qu'elle soit chiche ou crue, sculpte cette géographie du désarroi. Le traitement du temps narratif opère une rupture fondamentale avec les codes de la fantaisie épique traditionnelle. Ici, le temps ne mène pas vers un climax salvateur mais s'écoule comme une hémorragie lente, drainant l'espoir et l'énergie des personnages. Les ellipses ne servent pas à accélérer l'action mais à souligner l'ennui et la répétition des tâches futiles. Les saisons changent, visibles dans la nature et les costumes, marquant non pas le progrès de l'histoire mais l'accumulation du poids des jours vides. Cette temporalité étirée et répétitive est le vecteur principal de la lassitude thématique, créant un rythme hypnotique et délibérément antispectaculaire. Les dialogues ont subi une transmutation alchimique où le verbe n'est plus un outil de communication mais une arme d'autodéfense ou un leurre. Les personnages parlent pour ne rien dire, dissimulant leur véritable pensée derrière des formules protocolaires ou des sarcasmes épuisés. Les célèbres réparties cinglantes de la série ont cédé la place à des répliques courtes, souvent tronquées, comme si les mots eux-mêmes étaient devenus trop lourds à porter. Les silences qui les ponctuent sont éloquents, peuplés de tous les non-dits et des trahisons passées. Le langage, autrefois foisonnant, semble en crise, à l'image d'un royaume où plus personne ne se comprend véritablement. La direction d'acteurs privilégie désormais la micro-expression à la déclamation, l'intériorité à l'extériorisation. Le jeu physique est souvent réduit à sa plus simple expression. Une main qui tremble légèrement, un dos qui se voûte imperceptiblement, un regard qui fuit. Cette économie de moyens interprétatifs demande au spectateur une attention soutenue pour saisir les émotions qui passent en ombre chinoise sur les visages. Les rapports de force ne s'expriment plus par des cris ou des gestes amples, mais par la distance maintenue entre les corps, la manière de se tourner le dos ou de refuser le contact visuel. L'ensemble compose une chorégraphie subtile de la défiance et de l'épuisement. L'univers sonore participe activement à cette déconstruction de l'épopée. Les bruits de l'activité courante, forge, cuisine, entraînement en sont étouffés, lointains, comme si la vie elle-même s'était retirée de Camelot. Les rares combats ne sont pas magnifiés par des cliquetis métalliques épiques mais présentés comme des échanges brefs et sourds, perturbants dans leur brutalité réaliste. La bande originale, majestueuse et inquiète, ne célèbre jamais la geste héroïque. Elle l'accompagne comme un chant funèbre anticipé, avec des thèmes qui se développent puis s'effilochent, à l'image des quêtes inabouties. Le son design crée une bulle d'isolement autour de chaque personnage. Et la sociologie du royaume est explorée avec une acuité nouvelle, dépassant le simple cadre de la noblesse. Le film accorde des moments aux servants, aux artisans, aux paysans, montrant comment la déliquescence du pouvoir central affecte toute la pyramide sociale. Le peuple n'est plus un décor mais un acteur collectif dont la méfiance et la souffrance forment une rumeur de fond inquiétante. Ces incursions dans le monde commun offrent un contrepoint nécessaire à l'introspection aristocratique, rappelant que les crises de légitimité ont des conséquences concrètes sur les vies ordinaires. La légende arthurienne se trouve ainsi réancrée dans une matérialité historique palpable. La mythologie celtique, au lieu d'être un réservoir de merveilleux faciles, devient une mécanique opaque et terrifiante. Les dieux n'interviennent plus par des miracles visibles mais par des signes ambigus, des rêves troublants, des coïncidences inquiétantes. Le surnaturel se fond dans le paysage, rendant le monde entier potentiellement animé d'intentions hostiles ou incompréhensibles. Cette approche restitue au sacré sa dimension authentiquement archaïque et effrayante, loin des gentils druides folkloriques. Elle place les personnages dans une relation de défiance non seulement entre eux mais avec la réalité elle-même, devenue insaisissable et menaçante. L'esthétique des costumes atteint une complexité symbolique remarquable. Les vêtements ne sont plus de simples attributs de rang mais des extensions de l'état psychologique des personnages. Les tissus s'usent, se salissent, se déchirent au fil des aventures, portant les stigmates des épreuves. Les couleurs se fanent, passant des teintes vives de la cour au brun et gris de la boue et de la cendre. L'armure d'Arthur, lorsqu'il la porte, semble démesurément lourde, comme une carapace dont il voudrait s'extraire. Chaque détail vestimentaire raconte une histoire de déclin et de résignation. La structure narrative en patchwork, loin d'être un simple artifice, mime le processus de mémoire et de fragmentation d'une communauté en crise. Le film avance par association d'idées, par éco-thématique entre les différentes intrigues, plutôt que par une causalité linéaire stricte. Cette forme reflète la manière dont une société se souvient de son histoire, par fragments, par points de vue divergents, par épisodes dont la cohérence globale échappe aux contemporains. Le spectateur est placé dans la position d'un historien tentant de reconstituer une époque à partir de témoignages épars et contradictoires. Le traitement de l'espace domestique à Camelot révèle l'effritement des intimités.
Les chambres, autrefois lieux de confidence ou de complot, sont devenues des cellules où chacun s'enferme avec ses secrets. Les scènes de repas, traditionnellement des moments de convivialité et d'échange, sont ici des exercices de tension silencieuse où les regards évitent de se croiser. Le foyer royal n'existe plus. Il n'y a que des coexistences forcées dans un décor qui garde la forme mais a perdu la fonction du vivre ensemble. La chambre d'Arthur, en particulier, ressemble à une cellule d'ermite plus qu'à une suite royale. La quête du Graal, thème sous-jacent mais omniprésent, est ici complètement réinterprétée. Elle n'est plus présentée comme un objectif sublime mais comme une obsession maladive, une fuite en avant spirituelle qui sert à éviter de regarder en face les problèmes terrestres. Les chevaliers qui en parlent le font avec une lassitude ritualiste, comme s'ils récitaient une leçon apprise par cœur mais dont ils ont perdu le sens. Le Graal devient le symbole de tous les idéaux creux, de toutes les transcendances promises qui ne viennent jamais sauver le présent de son imperfection. Sa recherche est un leurre qui détourne de l'action nécessaire. La relation à la nature est profondément ambivalente, oscillant entre une vision romantique de refuge et une perception archaïque de menace. Les forêts ne sont plus seulement des décors mais des entités à part entière, susceptibles de cacher des sanctuaires secrets ou des pièges mortels. Les éléments au pluie, brouillard, vent ne sont pas de simples effets atmosphériques mais des acteurs qui influent sur l'humeur et le destin des personnages. Cette réhabilitation du monde naturel comme force active rompt avec la tradition chevaleresque où le paysage n'était qu'un arrière-plan passif aux exploits humains. Le film développe une réflexion subtile sur la transmission du savoir et de la mémoire. Les scribes deviennent des personnages importants, gardiens d'une histoire officielle qui entre en contradiction avec les souvenirs personnels. Les chansons de gestes sont chantonnées avec ironie par des ménestrels ivres, déformant la gloire passée en farce pathétique. Arthur lui-même semble hanté par le souvenir de ses propres actions antérieures, créant un dialogue intérieur entre le roi qu'il fut et l'homme épuisé qu'il est devenu. La légende se nourrit de lui alors qu'il voudrait y échapper. L'économie du royaume, rarement évoquée dans les versions classiques, est ici suggérée comme un facteur clé de la crise. Les références aux impôts impayés, aux récoltes médiocres, aux coffres vides, ajoutent une couche de réalisme politique aux dilemmes moraux. Arthur doit gérer non seulement des trahisons et des prophéties, mais aussi la banale et écrasante administration d'un État en faillite. Cette évocation de la matérialité du pouvoir au l'argent, les grains, le métal ancre le mythe dans des préoccupations terre à terre qui en révèlent toute l'ampleur du défi. Le concept de chevalerie est passé au crible d'une analyse désillusionnée. Les codes de l'honneur, de la bravoure, de la courtoisie sont montrés non pas comme des vertus naturelles mais comme des performances sociales épuisantes à maintenir. Les chevaliers les moins intelligents, comme Caradoc et Perceval, deviennent les vecteurs involontaires de cette déconstruction. En suivant les codes à la lettre mais en ayant perdu l'esprit, ils en révèlent l'absurdité potentielle. Les plus lucides, comme Arthur ou parfois Bohort, souffrent de devoir jouer un rôle dont ils ne croient plus au script. La spiritualité est abordée sous l'angle du doute et de la soif inassouvie plutôt que de la foi triomphante. Les prières, lorsqu'elles ont lieu, semblent s'évaporer dans le vide sans réponse. Les rituels religieux sont accomplis par habitude, sans ferveur visible. La quête de sens prend des formes désespérées et individuelles, chacun bricolant sa propre cosmogonie face au silence des dieux. Cette crise spirituelle collective est le terreau sur lequel pousse aussi bien le cynisme que les superstitions les plus dangereuses, créant un climat religieux instable et inquiétant. Et la géographie politique de l'ogre est étoffée avec une précision quasi cartographique. Les conflits entre les différents fiefs, les alliances fluctuantes, les routes commerciales coupées, dessinent un paysage de guerre froide où la méfiance est la règle. Le film prend le temps de montrer les spécificités culturelles et politiques des régions comme l'Orcanie ou la Carmélide, évitant l'écueil d'un royaume monolithique. Cette attention aux détails géopolitiques enrichit considérablement l'univers, le rendant crédible dans sa complexité et ses tensions internes. Le traitement de la magie opère une rupture radicale avec les canons du genre. Elle n'est pas un outil pratique à disposition des héros mais une force sauvage, imprévisible et largement incomprise. Les sorts ratent, les potions ont des effets secondaires désastreux, les prophéties sont sujettes à interprétation. Les magiciens eux-mêmes, comme l'éventuel Merlin, sont présentés comme des êtres ambivalents, peut-être plus proches des forces chaotiques de la nature que de serviteurs de l'humanité. Cette déromantisation de la magie la rend à la fois plus intéressante et plus effrayante. L'analyse des rapports de genre gagne en finesse par rapport aux œuvres précédentes. Les femmes ne sont plus cantonnées au rôle de tentatrices, de mères ou de souveraines symboliques. Elles développent des stratégies de pouvoir complexes, naviguant dans un monde masculin avec une intelligence et une ruse qui compensent souvent leur absence de force physique. Les relations amoureuses sont montrées dans toute leur ambiguïté, mêlant attrait, calcul politique, habitude et lassitude. La romance chevaleresque est morte,
laissant place à des psychodrames complexes. Le temps météorologique est utilisé comme un miroir des émotions, mais sans systématisme simpliste. La pluie peut tomber sur une scène joyeuse, le soleil briller sur une discussion sinistre, créant un décalage qui renforce l'impression d'un monde déréglé, où même les éléments ne répondent plus aux attentes symboliques traditionnelles. Cette rupture avec le pathétique fallacie classique ajoute une couche de réalisme psychologique. Les états d'âme des personnages sont si profonds qu'ils transcendent les conditions extérieures, créant leur propre climat intérieur. L'alimentation et les repas deviennent des séquences chargées de sens politique et psychologique. La nourriture, souvent simple et peu abondante, reflète les difficultés économiques. La manière de manger seul, en petits groupes, en grands banquets silencieux, dit long sur l'état des liens sociaux. Les scènes de beuverie, autrefois source de comédie, prennent une tonalité plus sombre, celle d'une échappatoire désespérée à une réalité trop lourde. Le partage du pain et du vin, rituel fondateur de toute communauté, est systématiquement entravé ou vidé de sa signification. Le film explore la notion de loyauté non comme une vertu absolue mais comme un choix constamment remis en question. Les serments de fidélité sont présentés comme des chaînes qui lient autant qu'elles protègent. Les trahisons, petites ou grandes, ne sont pas toujours le fait de méchants caricaturaux mais parfois de personnes confrontées à des dilemmes moraux insolubles. Arthur lui-même doit constamment négocier entre ses loyautés multiples, envers ses chevaliers, son peuple, sa femme, les dieux, et sa propre conscience. Cette vision nuancée évite le manichéisme sans pour autant tomber dans un relativisme mou. L'architecture des autres lieux aux châteaux rivaux, villages, sanctuaires en contraste délibérément avec celle de Camelot pour souligner des différences culturelles et politiques. Les décors ne sont pas de simples fonds mais des expressions matérielles des idéologies et des moyens de leurs occupants. Un château sombre et massif parle de paranoïa et de défense. Une salle claire et ouverte évoque, peut-être trompeusement, la transparence et la confiance. Cette attention portée à l'environnement bâti enrichit la narration sans un mot. Le traitement de la blessure, physique et psychique, est d'un réalisme cru qui rompt avec l'héroïsme traditionnel. Les chevaliers ne se relèvent pas miraculeusement de leur combat. Ils boitent, ils souffrent, ils portent des cicatrices qui limitent leurs mouvements. Les traumatismes émotionnels laissent des traces tout aussi visibles dans les comportements. Évitement, irritabilité, apathie. Le film montre le coût humain réel de l'aventure chevaleresque, loin des glamourisations habituelles. La vaillance cède le pas à l'endurance, qualité moins spectaculaire mais plus profonde. La musique diégétique en chant, musique de cour, fanfare est souvent jouée de manière dissonante ou à contre-emploi. Un air joyeux peut résonner dans une scène tragique, créant une ironie douloureuse. Les ménestrels semblent souvent jouer pour eux-mêmes, indifférents à l'humeur de leur auditoire. Cette déconnexion entre le son et le sentiment dominant renforce l'impression d'un monde où plus rien n'est harmonieux, où les différentes couches de la réalité ne s'accordent plus entre elles. Le film utilise le motif du voyage non comme une quête linéaire mais comme une errance circulaire et souvent vaine. Les chevaliers partent et reviennent, parfois sans avoir rien accompli de tangible. Les routes ne mènent pas nécessairement à la découverte mais parfois à l'égarement, au sens propre comme au figuré. Cette structure de pèlerinage sans but visible reflète la crise de sens global. Si même la géographie ne mène plus à un objectif clair, que reste-t-il de la notion de destinée? Les artefacts et les objets prennent une importance symbolique considérable. Une épée brisée, un aume cabossé, un anneau perdu, ne sont pas de simples accessoires mais les supports matériels de la mémoire et de l'identité. Leur perte, leur réparation ou leur transmission déclenchent des ramifications narratives importantes. Le film prête une attention quasi fétichiste à ces objets, filmant leur texture, leur usure, leur poids, comme s'il concentrait en eux toute l'histoire des hommes qui les ont possédés. La relation entre le corps et l'armure est explorée avec une sensibilité presque anthropologique. Enfiler une armure n'est plus un geste héroïque mais une procédure laborieuse, parfois assistée par un écuyer. La porteur est inconfortable, limitant les mouvements et isolant du monde. L'enlever devient un moment de vulnérabilité extrême. Cette matérialité de l'équipement chevaleresque démystifie le guerrier, le ramenant à un homme de chair enfermé dans une carapace de métal, métaphore évidente de la condition royale elle-même. Les rêves et les visions ne sont pas présentés comme des prophéties claires mais comme des puzzles cryptiques qui ajoutent à la confusion plus qu'ils n'éclairent. Ils brouillent la frontière entre réalité et folie, entre pressentiment et angoisse intérieure. Arthur, en particulier, semble habité par des songes récurrents qui le hantent sans lui offrir de clés de compréhension. Le film suggère ainsi que même l'inconscient est un territoire en crise, incapable de produire des récits cohérents. La gestion des ressources humaines et militaires est montrée comme un casse-tête constant pour Arthur. Il doit répartir des chevaliers rares sur des fronts multiples, arbitrer des conflits de compétences, gérer les égos et les limites de chacun. Ces scènes administratives, a priori peu cinématographiques,
sont pourtant cruciales pour comprendre l'étendue de sa charge. Elle montre un roi qui est avant tout un manager épuisé, confronté à des problèmes de ressources humaines dans une entreprise en grande difficulté. Le film joue avec les registres linguistiques pour marquer les différences sociales et culturelles. Le latin des clercs, le vieux francien des nobles, les patois des paysans, créent une polyphonie où la compréhension n'est jamais totale. Les malentendus linguistiques ne sont plus seulement comiques, ils deviennent des obstacles sérieux à la coordination et à la confiance. Cette tour de Babel ajoute une difficulté supplémentaire à la gouvernance d'un royaume déjà fracturé. Le thème de la paternité spirituelle et de la filiation intellectuelle est plus présent que celui de la paternité biologique. Arthur cherche moins un héritier de son sang qu'un successeur à sa vision ou à son absence de vision. Ses relations avec les jeunes chevaliers sont teintées de ce désir de transmission et de la crainte de ne rien avoir de valable à leur léguer. En sens inverse, les pères réels, comme Léo Dagan, doivent composer avec des enfants qui remettent en question leur héritage et leurs valeurs. Les scènes de conseil ou de jugement sont des moments clés où la parole doit trancher des conflits insolubles. Arthur, en juge fatigué, écoute des versions contradictoires de la vérité sans avoir les moyens de démêler le vrai du faux. Ces séquences fonctionnent comme des procès où l'accusé est souvent l'état du monde lui-même. Les verdicts, lorsqu'ils sont rendus, satisfont rarement tout le monde et laissent un goût d'injustice ou d'arbitraire, minant un peu plus la légitimité royale. Le film utilise le motif du miroir et du reflet avec une grande subtilité. Les personnages se regardent dans des surfaces polies au bouclier, bassin d'eau, métaux, et y voient une image déformée ou vieillie d'eux-mêmes. Ces moments d'introspection forcée confrontent chacun à l'écart entre l'image qu'il veut donner et celle que le monde renvoie. Arthur, en particulier, semble éviter son propre reflet comme s'il ne pouvait plus supporter la vue du roi qu'il est devenu. La question de la rédemption est centrale mais traitée avec un pessimisme foncier. Les personnages qui ont fauté, et ils sont nombreux, cherchent moins une absolution divine qu'une manière de continuer à vivre avec leurs fautes. Les gestes de repentance sont montrés comme souvent insuffisants ou égoïstes. Le pardon, lorsqu'il est accordé, est fragile et réversible. Le film suggère que certaines blessures morales ne guérissent jamais tout à fait et que la vie consiste à avancer malgré elles. L'humour noir, lorsqu'il perce, sert de mécanisme de défense contre l'horreur du réel. Les plaisanteries macabres, les sarcasmes sur la mort, l'autodérision désespérée, sont les dernières armes des personnages pour tenir à distance la folie pure. Cet humour n'est pas là pour faire rire le spectateur, mais pour témoigner de la résilience paradoxale de l'esprit humain, capable de fabriquer du sens absurde même au bord du gouffre. C'est une lueur de conscience dans les ténèbres. Le traitement des animaux aux chevaux, chiens, oiseaux apporte une note de vie pure et non verbale au milieu des complications humaines. Le rapport des personnages à leur monture, en particulier, est souvent montré comme plus simple et plus vrai que leur relation avec leur père. Les chevaux deviennent des confidents silencieux, des compagnons dont la présence calme et la fidélité sans faille contrastent avec la duplicité des courtisans. Ces moments de communion animale offrent des respirations poétiques précieuses. Le film évoque la présence de l'Empire romain ou de ses vestiges comme un arrière-plan historique et culturel. Les ruines romaines parsèment le paysage, rappelant qu'avant le royaume de l'ogre, d'autres empires ont cru en leur éternité et se sont effondrés. Cette perspective historique élargie relativise les crises actuelles, les inscrivant dans un cycle plus vaste de montées et de chutes. Arthur, féru de culture latine, ne peut manquer d'y voir un avertissement mélancolique pour sa propre tentative de civilisation. Les personnages âgés, comme Dagonet ou d'autres seigneurs, incarnent la mémoire vivante d'un temps révolu. Leurs récits, parfois incohérents, évoquent une époque peut-être idéalisée mais en tout cas perçue comme plus cohérente. Ils forment un lien avec un passé qui pèse sur le présent comme un modèle inaccessible ou un repoussoir encombrant. Leur sagesse est souvent dépassée, leur expérience inadaptée aux nouveaux problèmes, mais ils représentent une continuité, fût-elle problématique. Le film aborde frontalement le thème de la dépression royale non comme une faiblesse mais comme une conséquence logique d'un fardeau trop lourd. Arthur n'est pas fou au sens médiéval du terme. Il est en burn-out, épuisé par des décennies de responsabilités écrasantes et de désillusions accumulées. Son retrait, son apathie, ses difficultés à décider, sont présentés avec une empathie clinique qui en fait un cas d'étude psychologique aussi bien qu'un drame monarchique. C'est un portrait saisissant de l'envers du pouvoir absolu. Les éléments folkloriques authentiquement celtiques sont intégrés non comme du décor exotique mais comme des croyances vivantes et dangereuses. Les fées, les corrigans, les menhirs animés, ne sont pas de gentils sujets de contes mais des manifestations d'une nature profondément étrangère et potentiellement hostile. Les personnages y réagissent non avec l'émerveillement du spectateur moderne mais avec la crainte superstitieuse de l'homme médiéval confronté à l'inexplicable. Cette restitution d'une mentalité prémoderne est l'une des grandes forces du film. La notion de volet et de partie devient elle-même un élément métanarratif.
Les personnages semblent parfois conscients de faire partie d'une histoire plus grande dont ils ignorent le dénouement. Les références à des chapitres passés ou à venir, le sentiment d'être dans un interlude, créent une étrange conscience de la fiction qui n'est pas de la rupture du quatrième mur mais plutôt une intuition poétique de la structure du destin. Le film réfléchit sur sa propre nature d'œuvre incomplète, faisant de cette incomplétude un thème à part entière. En conclusion ultime de cette analyse approfondie, Camelot, deuxième volet, partie 1 s'affirme comme une œuvre de maturité artistique qui assume pleinement les conséquences dramatiques et esthétiques de ses choix narratifs radicaux. Il ne s'agit plus de divertir ou de séduire, mais de creuser jusqu'à l'os les implications d'un mythe dont on a retiré l'héroïsme facile. Ce film est le patient et mélancolique procès-verbal de l'effondrement d'un rêve, une archéologie de la désillusion menée avec une rigueur et une sensibilité qui en font un objet cinématographique unique, exigeant et profondément marquant pour qui accepte de se plonger dans ces abîmes de sens et de non-sens. Il pose des fondations sombres et solides sur lesquelles la suite devra, inéluctablement, construire ou renoncer. Le film orchestre une symphonie du silence où les non-dits résonnent plus fort que les déclarations solennelles, tissant une toile de méfiance qui étouffe progressivement toute velléité d'action collective. Les regards échangés dans la pénombre des couloirs portent des accusations plus dévastatrices que des cris, et les mains qui refusent de se tendre celles des ruptures plus définitives que des traités déchirés. Cette communication en négatif définit un langage nouveau dans l'univers de Camelot, un idiome de la défiance où chaque geste retenu, chaque parole étouffée, devient porteur d'une signification lourde de conséquences. L'espace sonore lui-même semble absorbé par cette retenue mortifère, ne laissant filtrer que le craquement des boiseries et le souffle court des respirations contenues. L'analyse des dynamiques de pouvoir révèle une transformation subtile mais radicale. L'autorité ne s'exerce plus par l'édiction de lois ou la conduite d'armée, mais par le contrôle de l'information et la manipulation des récits. Celui qui détient un fragment de vérité, ou qui parvient à imposer sa version des faits, devient l'acteur véritablement influent dans l'ombre des apparats royaux. Arthur lui-même, autrefois source de toute décision, apparaît désormais comme un nœud dans un réseau de communication dont il ne maîtrise plus les flux. Le pouvoir s'est déplacé des trônes vers les chuchotements, des conseils publics vers les conciliabules secrets, marquant l'avènement d'une gouvernance par la rumeur et le soupçon. L'exploration des paysages dépasse largement la fonction de décor pour devenir une véritable cartographie psychique du royaume. Chaque forêt, chaque marais, chaque lande désolée correspond à un état d'âme collectif, une région de l'esprit où errent les personnages perdus. Les routes qui bifurquent sans raison apparente matérialisent les dilemmes moraux, les carrefours abandonnés figurent les occasions manquées, et les ponts fragiles au-dessus de ravins profonds symbolisent les liens précaires entre les individus. La géographie physique et la géographie morale se superposent jusqu'à ne former qu'une seule étendue à traverser, aussi vaste que le désarroi intérieur des protagonistes. Le traitement du temps historique introduit une dimension profondément mélancolique. Les personnages ont le sentiment aigu de vivre après la fin de quelque chose, dans un âge de décadence qui suit un âge d'or peut-être mythique. Les références au passé de Camelot sont empreintes de nostalgie mais aussi de doute. Cette grandeur antérieure a-t-elle seulement existé? Ou n'est-elle qu'une construction commode pour donner un sens au présent décevant? Cette relation ambivalente à l'histoire affecte jusqu'aux gestes les plus simples, accomplis avec la conscience triste de n'être que des pâles copies de gestes anciens, vidés de leur ferveur originelle. L'étude des rituels chevaleresques montre leur dégénérescence en pratiques vides, répétées par habitude plus que par conviction. L'adoubement, le serment d'allégeance, la veillée d'armes en tous ces cérémonials qui structuraient l'identité noble sont désormais accomplis avec une précision mécanique qui en trahit l'absence d'âme. Les chevaliers eux-mêmes semblent parfois surpris par les mots qui sortent de leur bouche, comme s'ils récitaient un texte dans une langue à moitié oubliée. Cette déconnexion entre le rite et sa signification illustre la fracture profonde entre les institutions et les individus, entre la forme et le fond de la civilisation arthurienne. L'évolution de la mise en scène des corps révèle une attention croissante à leur matérialité souffrante et limitée. Les plans insistent sur les mains tremblantes de fatigue, les épaules voûtées sous le poids invisible des responsabilités, les pas traînant dans les couloirs froids. La corporéité héroïque, autrefois symbolisée par la verticalité fière et les gestes amples, a cédé la place à une corporéité de l'épuisement, recroquevillée sur elle-même, cherchant des appuis contre les murs. Même dans les scènes de combat, les mouvements manquent de grâce, heurtés, efficaces mais sans beauté, comme si la guerre elle-même avait perdu sa dimension ritualisée pour devenir une basse besogne. L'analyse des dialogues comme champ de bataille symbolique dévoile des stratégies conversationnelles d'une redoutable complexité. Les personnages n'utilisent plus la parole pour communiquer mais pour manœuvrer, tendre des pièges, tester les alliances. Une question anodine peut cacher une accusation, une affirmation banale peut servir de ultimatum déguisé. Arthur excelle dans cet art du sous-entendu,
répondant rarement directement mais renvoyant à son interlocuteur ses propres ambiguïtés. Ce verbalisme stratégique crée une atmosphère étouffante où chaque échange devient un duel dont les règles implicites changent constamment. La représentation des espaces domestiques et leur dégradation progressive constitue une métaphore filée de l'effondrement de l'intimité et de la vie privée. Les chambres à coucher sont traversées par des courants d'air froid, les tapisseries moisissent aux murs, les objets personnels semblent perdre leur signification et se transformer en simples débris. Cet envahissement du domestique par le déliquescent reflète l'impossibilité de préserver un espace personnel intact face à la pression des crises publiques. Même le lit royal apparaît comme un lieu de solitude et d'insomnie plutôt que de repos ou d'amour. L'exploration des sentiments filiaux et de leur perversion par les enjeux de pouvoir apporte une profondeur psychologique considérable. Les relations père-fils, réelles ou symboliques, sont systématiquement empoisonnées par des calculs successoraux, des déceptions réciproques, des attentes impossibles à satisfaire. Arthur, fils adoptif d'Anton, devient à son tour un père défaillant pour ses chevaliers, reproduisant malgré lui les schémas d'une autorité à la fois écrasante et distante. Cette transmission de la carence affective dessine une lignée de rois incapables d'aimer et donc de véritablement gouverner. Le traitement de la magie comme science inexacte et dangereuse brise délibérément avec les conventions du merveilleux. Les formules magiques sont montrées comme des recettes incertaines, aux effets secondaires imprévisibles, et les grimoires comme des textes obscurs sujets à interprétations contradictoires. Les magiciens ressemblent moins à des savants tout-puissants qu'à des chercheurs téméraires manipulant des forces qu'ils comprennent à peine. Cette rationalisation partielle du surnaturel le rend d'autant plus inquiétant. Ce n'est pas l'ordre divin qui s'exprime, mais le chaos fondamental de l'univers se manifestant par brusques éruptions. L'attention portée aux détails vestimentaires et leur transformation au fil du film raconte une histoire parallèle de déchéance matérielle. Les broderies s'effilochent, les fourrures se clairsemment, les couleurs passent et ternissent. Cette lente dégradation du paraître royal n'est pas due à la négligence mais constitue un choix conscient, une manifestation extérieure du désinvestissement progressif d'Arthur dans son rôle. En sens inverse, certains courtisans maintiennent un apparat impeccable, créant un contraste saisissant qui accuse encore davantage l'abdication intérieure du roi. L'utilisation de la lumière naturelle comme élément narratif à part entière atteint une sophistication remarquable. Les rayons de soleil qui percent les vitraux de la grande salle ne symbolisent plus la grâce divine mais découpent des cages de lumière où les personnages paraissent prisonniers. Les longues ombres portées du soir étirent les silhouettes jusqu'à les déformer, créant des alter-ego difformes qui suivent leur maître comme des remords. Les matins gris et sans contour effacent les différences entre les choses, brouillant jusqu'aux frontières entre les êtres et les objets dans un univers en voie de dissolution. L'étude des systèmes de valeurs en conflit révèle un monde en transition entre plusieurs ordres éthiques inconciliables. L'honneur chevaleresque, la raison d'État, la loyauté personnelle, la survie matérielle, ces différentes logiques s'affrontent dans la conscience de chaque personnage, rendant toute décision douloureuse et potentiellement contradictoire. Arthur incarne par excellence cette fracture morale, tiraillé entre son devoir de roi, son désir de justice, son amour déçu et son simple besoin de paix intérieure. Ces conflits de valeurs ne trouvent pas de résolution harmonieuse mais produisent des compromis boiteux qui laissent un goût d'amertume. L'exploration des différents registres de langue selon les classes sociales et les situations politiques enrichit considérablement la peinture de cette société. Le latin des clercs, le francien châtier de la cour, les patois provinciaux, l'argot des soldats, cette polyphonie linguistique crée non seulement un effet de réalisme historique mais illustre les barrières invisibles qui séparent les groupes humains. Les malentendus qui en découlent ne sont plus comiques mais tragiques, conduisant à des ruptures d'alliance ou à des décisions désastreuses fondées sur une interprétation erronée. La représentation des travaux quotidiens et des métiers oubliés inscrit le récit dans une temporalité concrète qui contrebalance les spéculations métaphysiques. Les scènes à la forge, aux cuisines, aux écuries, montrent un monde qui continue de fonctionner malgré les crises politiques, selon des rythmes et des savoir-faire immémoriaux. Cette persistance du quotidien offre une forme d'espoir modeste. Si les rois passent, les gestes du boulanger, du forgeron ou du tisserand demeurent, assurant une continuité par-delà les tourmentes du pouvoir. L'analyse des regards et de leur circulation dans l'espace du cadre dévoile toute une géométrie des relations interpersonnelles. Qui regarde qui détourne les yeux, qui observe sans être vu. Ces choix de mise en scène construisent une carte des affinités et des hostilités plus éloquente que n'importe quel dialogue. Les longs plans sur des visages qui épient dans l'ombre créent une atmosphère de surveillance généralisée où chacun est à la fois espion et espionné, dans un jeu de miroir paranoïaque qui mine toute possibilité de confiance authentique. Le traitement de la nourriture comme marqueur social et politique acquiert une finesse d'observation remarquable. La qualité du pain, la rareté de la viande, le prix du vin, ces détails apparemment triviaux informent sur l'état réel du royaume mieux que les rapports officiels. Les banquets, réduits à leur plus simple expression,
trahissent l'appauvrissement général. Les repas solitaires d'Arthur dans sa chambre signent son isolement croissant. Le partage de nourriture, rite social fondamental, devient de plus en plus rare, marquant la disparition du lien communautaire de base. L'exploration des différentes formes de savoir et de leur transmission dans un monde en crise apporte une dimension intellectuelle souvent absente du genre. Le savoir livresque des moines, le savoir empirique des artisans, le savoir stratégique des guerriers, le savoir intuitif des devins, ces différents épistémés entrent en concurrence pour expliquer le monde et proposer des solutions. Arthur, encyclopédiste désabusé, les connaît tous et n'adhère pleinement à aucun, ce qui le paralyse davantage. La crise de légitimité politique s'enracine dans une crise plus profonde de la connaissance elle-même. L'attention portée aux transitions entre les scènes et aux mouvements de caméra crée une rhétorique visuelle subtile mais puissante. Les fondus au noir marquent moins des ellipses temporelles que des plongées dans l'inconscient collectif. Les travelling latéraux accompagnent les personnages comme s'ils étaient observés par une entité extérieure. Les plans fixes prolongés instillent un sentiment d'enfermement et de fatalité. Cette grammaire cinématographique sophistiquée construit un point de vue spécifique sur les événements, à la fois implacable et empreint d'une certaine compassion mélancolique. L'étude des objets transitionnels aux lettres, sceaux, anneaux, armes en révèle leur importance cruciale dans la mécanique narrative. Ces objets circulent entre les personnages, porteurs de messages explicites ou secrets, déclenchant des réactions en chaîne dont les conséquences dépassent toujours les intentions originelles. Leur matérialité même est soulignée. Le poids d'un sceau dans la main, la texture d'un parchemin, le froid d'une lame. Ils forment un réseau tangible à travers lequel circule le pouvoir, indépendamment des volontés individuelles. La représentation des saisons et leur influence sur l'action introduisent une dimension cyclique et naturelle en contraste avec les préoccupations humaines linéaires. L'hiver qui s'installe progressivement ne sert pas seulement de métaphore du déclin mais constitue une réalité concrète qui complique toutes les entreprises militaires ou politiques. Le froid qui pénètre les murs de Camelot devient un personnage à part entière, un adversaire sournois qui use les corps et les volontés. Cette attention au temps météorologique ancre le drame politique dans un cadre naturel indifférent mais contraignant. L'analyse des différentes conceptions de l'honneur et de leur incompatibilité progressive dévoile une fracture culturelle majeure. L'honneur personnel du guerrier, l'honneur dynastique du noble, l'honneur chrétien du chevalier, ces systèmes qui coexistaient tant bien que mal entrent en collision frontale dans un monde où les repères se brouillent. Les conflits entre personnages naissent souvent de ce que l'un considère comme honorable et l'autre comme déshonorant, sans possibilité de trancher par un code supérieur commun. Cette fragmentation éthique rend tout consensus impossible et toute communauté viable. L'exploration des rêves et cauchemars comme paysages intérieurs partagés introduit une dimension onirique fascinante. Certains rêves semblent se répondre d'un personnage à l'autre, comme si les inconscients communiquaient par-delà les divisions conscientes. Les symboles récurrents au lot noir, la forêt dense, la tour écroulée forment un langage onirique collectif qui exprime les angoisses de toute une société. Arthur, en particulier, semble habité par des rêves prémonitoires ou récapitulatifs qui brouillent la frontière entre mémoire, prophétie et simple anxiété projetée. Le traitement des personnages féminins et de leur stratégie de survie dans un monde masculin guerrier dépasse les stéréotypes du genre. Loin d'être de simples victimes ou des tentatrices, les femmes développent des arts de la ruse, de la persuasion, de l'alliance et parfois de la manipulation qui leur permettent d'exercer une influence réelle malgré leur exclusion formelle du pouvoir. Leurs conversations dans les appartements privés, leurs réseaux d'informations parallèles, leurs interventions discrètes mais déterminées, dessinent une carte du pouvoir occulte qui double et contredit parfois la carte officielle masculine. L'attention portée aux détails architecturaux et à leur symbolisme muet enrichit considérablement la lecture des espaces. La hauteur sous plafond de la grande salle, qui écrasait jadis les visiteurs sous la majesté royale, semble maintenant écraser le roi lui-même de son vide monumental. L'étroitesse des escaliers en colimaçon figure les pensées qui tournent en rond sans issue. Les fenêtres étroites et haut placées laissent entrer une lumière parcimonieuse qui maintient les intérieurs dans une pénombre perpétuelle, comme si le château lui-même refusait la clarté. L'étude des rituels de cour et de leur vidage progressif de sens illustre le processus de délégitimation en cours. Les cérémonies d'hommage, les audiences publiques, les fêtes calendaires, tous ces moments qui rythmaient la vie collective et réaffirmaient l'ordre social, sont désormais accomplis avec une négligence distraite, comme si plus personne ne croyait au spectacle qu'on donne. Les participants échangent des regards complices ou désabusés pendant que se déroulent les formules, anticipant la fin d'une comédie dont ils connaissent tous le dénouement prévisible. La représentation des différentes formes de folie et de leur rapport à la lucidité constitue l'un des fils rouges les plus subtils du film. La folie douce de certains chevaliers, la folie mélancolique d'Arthur, la folie furieuse de quelques seigneurs, toutes ces déraisons ne sont pas présentées comme des altérations pathologiques mais comme des réponses compréhensibles, voire logiques,
à un monde devenu absurde. Par contraste, ceux qui maintiennent une apparence de raison parfaite apparaissent souvent comme les plus dangereux ou les plus hypocrites, leur rationalité servant à justifier l'injustifiable. L'exploration des liens entre langage et pouvoir atteint une profondeur théorique remarquable. La capacité à nommer les choses, à imposer ses catégories, à contrôler les récits, apparaît comme la forme ultime de l'autorité dans un monde où la force brute a montré ses limites. Les conflits se jouent autant dans les champs lexicaux que sur les champs de bataille. Comment appeler la rébellion de Lancelot? Trahison ou légitime réclamation? La lutte pour le vocabulaire légitime est une lutte pour la réalité elle-même, et Arthur semble l'avoir perdue, laissant ses ennemis définir les termes du débat. L'attention portée aux textures sonores et à leur évolution au fil du film construit une expérience auditive particulièrement immersive. Le crissement du gravier sous les pas dans les cours désertes, le grincement des portes mal huilées, le bruissement des parchemins manipulés, ces microsons créent une ambiance sensorielle spécifique, celle d'un lieu immense mais vide, où chaque bruit isolé résonne avec une intensité troublante. Les voix elles-mêmes semblent absorbées par la pierre, étouffées, comme si le château refusait de porter les paroles qui s'y prononcent. Le traitement des personnages vieillissants et de leur rapport à la mémoire apporte une dimension tragique supplémentaire. Les seigneurs qui ont connu Uther Pendragon, les dames qui se souviennent de la cour d'antan, ces témoins d'un passé révolu errent dans Camelot comme des fantômes, rappelant par leur simple présence que le présent est un appauvrissement. Leurs souvenirs, souvent contradictoires ou embellis, deviennent des armes dans les luttes d'interprétation du présent, chacun invoquant un passé différent pour justifier ses ambitions présentes. L'analyse des différentes postures corporelles dans l'espace social révèle une véritable chorégraphie du pouvoir et de la soumission. La manière de s'asseoir, ou de rester debout, de se tenir à distance ou de se rapprocher, de baisser ou de soutenir le regard, tout ce langage non-verbal est orchestré avec une précision quasi anthropologique. Arthur, autrefois centre absolu vers lequel convergeaient tous les regards et toutes les attentions, se trouve de plus en plus souvent en marge de ces chorégraphies, observant d'un œil distant des rituels dont il ne fait plus vraiment partie. L'exploration des attentes déçues et des espoirs reportés dessine une temporalité psychologique spécifique. Les personnages vivent dans l'attente perpétuelle d'un événement salvateur qui ne vient jamais, le retour de Lancelot, l'intervention des dieux, la découverte d'une relique miraculeuse. Cette attente active devient une forme de vie en soi, une suspension de l'existence qui permet d'éviter d'affronter le présent dans toute sa décevante réalité. Le film lui-même, en tant que première partie d'un diptyque, reproduit cette structure de l'attente chez le spectateur, créant une identification formelle avec l'expérience des personnages. La représentation des conflits générationnels et de leur dimension politique ajoute une couche de complexité à la crise générale. Les jeunes chevaliers, impatients et idéalistes, s'opposent aux vieux seigneurs, prudents et cyniques. Les pères imposent des choix que les fils rejettent. Les filles refusent les mariages arrangés qui perpétueraient un ordre qu'elles jugent caduc. Ces luttes ne sont pas présentées comme un simple renouvellement nécessaire, mais comme un facteur supplémentaire de fragmentation dans un monde déjà trop divisé pour supporter de nouvelles fractures. L'étude des métaphores filées liées à la maladie et à la guérison structure en profondeur le récit. Camelot est présenté comme un corps malade dont Arthur serait le médecin impuissant, essayant des remèdes inefficaces sur un patient en phase terminale. Les conseillers sont des charlatans proposant des panacées illusoires, les chevaliers des membres gangrenés qu'il faudrait peut-être amputer, les crises politiques des fièvres intermittentes. Cette météorologie médicale donne une unité symbolique à des événements apparemment disparates et renforce le sentiment de déclin irréversible. L'attention portée aux détails naturels dans un univers pourtant centré sur les affaires humaines introduit une forme d'humilité face à l'histoire. La mousse qui envahit les pierres du château, les oiseaux qui nichent dans les créneaux abandonnés, les ronces qui reprennent leurs droits sur les chemins peu fréquentés, tout rappelle que la nature continue son cycle indifférent aux drames humains et qu'elle reprendra tout lorsque les hommes auront fini de se détruire. Cette perspective écologique avant leur relativise les prétentions humaines à l'éternité et à la grandeur. Le traitement des personnages dits simples ou fous comme détenteurs d'une vérité supérieure constitue un retournement ironique des conventions narratives. Perceval, Caradoc et leurs semblables, par leur incompréhension fondamentale des complications politiques, posent parfois les questions les plus pertinentes ou dévoilent les absurdités les mieux cachées. Leur bêtise devient une forme de sagesse pratique, une résistance à l'embrigadement dans des systèmes de pensée trop complexes pour être vrais. Ils incarnent une sorte de bon sens populaire qui fait défaut aux élites perdues dans leurs abstractions. L'exploration des différentes conceptions du temps selon les personnages enrichit la texture philosophique de l'œuvre. Pour Arthur, le temps est un poids, une accumulation de souvenirs douloureux et de responsabilités. Pour les jeunes chevaliers, c'est une attente impatiente de gloire future. Pour les vieux seigneurs, c'est un déclin irrémédiable vers la mort.
Ces expériences temporelles contradictoires coexistent dans le même espace, créant des malentendus fondamentaux sur l'urgence des décisions et la nature des choix à faire. Le temps lui-même semble se fragmenter, perdre son unité, à l'image du royaume. La représentation des arts et de leur place dans une société en crise apporte des éclairages précieux sur l'état de la civilisation arthurienne. La poésie qui se meurt faute de mécènes, la musique qui se réduit à des ritournelles sans inspiration, l'architecture qui stagne dans la répétition de formes anciennes, tous ces symptômes culturels témoignent d'un épuisement créatif plus profond que la simple crise politique. Une société qui ne produit plus de beauté nouvelle est une société qui a perdu foi en son avenir, et Camelot semble bien avoir atteint ce point de non-retour culturel. L'étude des objets liturgiques et de leur détournement à des fins politiques révèle la corruption du spirituel par le temporel. Les calices utilisés pour sceller des alliances profanes, les reliques brandies comme des étendards de guerre, les bénédictions monnayées contre des soutiens militaires, tout montre une église aux abois, instrumentalisée par des pouvoirs séculiers qui n'ont plus même le respect des formes. Cette dégradation du sacré prive la société de ses derniers repères transcendants et laisse les hommes face à leur propre violence sans médiation possible. L'attention portée aux phénomènes atmosphériques et à leur intégration dans la trame narrative dépasse le simple effet visuel. Les brumes matinales qui effacent les contours du château figurent l'incertitude généralisée. Les orages soudains qui éclatent pendant les conseils dramatiques externalisent les conflits intérieurs. Les vents violents qui balaient les cours désertes semblent vouloir purger les lieux des mauvais souvenirs. La nature ne se contente pas de réagir aux émotions humaines, comme dans le pathétique fallacie traditionnel, mais entre en dialogue avec elles, créant un environnement globalement expressif. Le traitement des personnages antagonistes avec une nuance inhabituelle constitue l'une des grandes forces éthiques du film. Même les opposants les plus déterminés à Arthur ne sont pas présentés comme des méchants purs mais comme des hommes mus par des motivations complexes en ambition, certes, mais d'aussi convictions légitimes, désir de changement, ou simple survie dans un monde impitoyable. Cette humanisation des adversaires rend les conflits plus tragiques encore, car ils opposent non pas le bien et le mal mais différentes conceptions du bien, incompatibles entre elles. L'exploration des différentes formes de savoir traditionnel et de leur confrontation avec la rationalité naissante d'Arthur dessine une fracture épistémologique majeure. Les prophéties des devins, les présages interprétés par les prêtres, les traditions orales des anciens, tous ces systèmes de connaissances anciens sont remis en question par un roi qui cherche des explications logiques et des preuves tangibles. Ce conflit entre la pensée magique et la pensée rationnelle ne se résout pas. Il laisse Arthur dans une position intenable, trop rationnelle pour croire aux anciennes voies, mais trop lucide pour trouver des solutions purement rationnelles à des problèmes qui dépassent la raison. La représentation des métiers de la guerre en dehors des moments de combat humanise considérablement l'univers chevaleresque. L'armurier qui répare les dommages, l'écuyer qui soigne les chevaux, le chirurgien de campagne qui tente de sauver les blessés, ces figures souvent invisibles dans les épopées traditionnelles occupent ici une place importante, rappelant que la guerre est d'abord un immense appareil logistique et une source infinie de souffrances concrètes. Leur présence constante en arrière-plan donne une épaisseur matérielle aux conflits qui les dépassent et les relativise. L'étude des silences partagés et de leurs différentes significations selon les contextes révèle une grammaire de l'inaction particulièrement sophistiquée. Le silence complice de deux alliés qui n'ont pas besoin de mots, le silence hostile de deux ennemis qui se toisent, le silence gêné de ceux qui n'ont plus rien à se dire, le silence résigné face à l'inévitable, chaque variation de l'absence de parole porte une signification spécifique que les personnages décodent instantanément, mais qui échappe souvent au spectateur, créant ainsi une impression d'être constamment en décalage avec l'intrigue. L'attention portée aux détails vestimentaires des différents peuples et cultures représentés enrichit la dimension ethnographique de l'univers. Les motifs des tissus, les coupes particulières, les matières utilisées, tout contribue à dessiner une carte culturelle complexe de la Bretagne post-romaine, où s'entremêlent influences celtiques, romaines et germaniques. Ces différences vestimentaires ne sont pas de simples ornements exotiques mais marquent des identités politiques et culturelles profondément ancrées, expliquant en partie les difficultés à unifier le royaume. Le traitement des personnages en marge de la société chevaleresque et de leurs perspectives sur les événements offre un contrepoint essentiel au récit officiel. Le paysan qui voit passer les armées sans comprendre leurs querelles, le marchand qui souffre de l'insécurité des routes, le brigand qui profite du chaos général, ses regards extérieurs, souvent filmés en plan bref mais significatif, rappellent que le drame des élites n'est qu'une petite partie d'une réalité sociale beaucoup plus vaste et complexe. Camelot n'est pas le monde, mais seulement une petite partie privilégiée et aveugle du monde. En définitive, cette analyse approfondie révèle que Camelot, deuxième volet, partie 1 est bien plus qu'un simple chapitre de transition dans une saga. C'est une œuvre à part entière qui explore avec une lucidité impitoyable mais non dépourvue de compassion les mécanismes de décomposition d'un monde, d'une culture, d'une psyché. Chaque détail de mise en scène,
chaque choix narratif, chaque nuance de jeu participe à cette vaste fresque de la désillusion qui, en montrant la lente déliquescence de l'idéal arthurien, pose des questions universelles sur la nature du pouvoir, les limites de l'idéalisme et le prix de la lucidité dans un monde qui préfère les illusions réconfortantes. Le film s'impose ainsi comme une méditation cinématographique d'une rare intelligence sur la fin des cycles historiques et la mélancolie des lendemains qui ne chantent plus. La décomposition de l'idéal chevaleresque s'opère à travers une série de rituels vidés de leur sens, où les gestes protocolaires ne masquent plus l'absence de conviction profonde. Les cérémonies d'adoubement se réduisent à des mises en scène théâtrales dépourvues de ferveur spirituelle, les serments prêtés sur les reliques sonnent creux dans une salle du trône à moitié vide, et les assemblées de la table ronde ressemblent à des réunions d'un conseil municipal en proie à des querelles de voisinage. Cette dégradation du sacré en procédure administrative signe l'échec de la tentative d'Arthur d'instituer un ordre nouveau fondé sur la raison et la justice plutôt que sur la seule tradition. Les symboles survivent à ce qu'ils symbolisaient, devenant les fantômes d'une transcendance disparue, manipulés par des acteurs qui n'y croient plus mais continuent d'en jouer par habitude ou calcul. L'architecture même de Camelot devient le réceptacle silencieux de cette décadence, ces pierres semblant absorber la lassitude ambiante pour la restituer sous forme d'une atmosphère palpable de fin de règne. Les grandes salles au plafond vertigineux accusent la vacuité des discussions qui s'y tiennent, les couloirs interminables mènent à des chambres de plus en plus désertées, et les remparts, autrefois symboles de protection, donnent désormais l'impression d'enfermer les habitants dans une prison dorée. L'espace se modifie imperceptiblement sous l'effet de la désaffection collective, comme si le château lui-même épousait la psyché de son roi, se rétractant sur ses blessures et fermant peu à peu ses fenêtres sur un monde extérieur devenu menaçant. La lumière, parcimonieuse, semble elle-même hésiter à pénétrer dans cet univers en repli, créant des zones d'ombre où s'accumulent les secrets et les regrets. Et la parole, autrefois outil de gouvernement et vecteur de l'humour caractéristique de la série, subit une métamorphose radicale en se chargeant de sous-textes et de non-dits toxiques. Les dialogues ne servent plus à communiquer mais à mesurer la distance entre les personnages, chaque phrase devenant une sonde lancée dans l'opacité de l'autre. Les célèbres répliques absurdes ou cinglantes ont cédé la place à des échanges hachés, à des questions laissées sans réponse, à des silences plus éloquents que les tirades les mieux construites. Le langage se fait arme d'esquive plutôt que d'affrontement, chacun développant une rhétorique de la retraite et de la dérobade. Arthur, maître autrefois de la répartie assassine, semble avoir épuisé son arsenal verbal et se contente souvent de hochements de tête ou de soupirs, comme si les mots avaient définitivement perdu leur pouvoir de dire le vrai ou de changer le cours des choses. Le traitement du corps chevaleresque constitue un champ d'exploration particulièrement révélateur de la déconstruction des mythes opérés par le film. Loin des physiques glorieux et invulnérables de la tradition épique, les corps montrés ici sont fatigués, meurtris, limités par l'âge ou les blessures anciennes. Les armures, magnifiques mais inconfortables, deviennent des carapaces qui isolent plus qu'elles ne protègent, et leur enfilage laborieux rappelle que l'héroïsme est d'abord une performance exigeante. Les combats, rares, sont filmés sans glorification, mettant en avant leur brutalité concrète et leur inefficacité à résoudre les vrais problèmes. La corporéité royale elle-même est en crise, le corps d'Arthur, autrefois dressé dans une posture d'autorité, semble s'affaisser progressivement sous le poids symbolique de la couronne, comme si la matière physique refusait désormais de soutenir l'édifice immatériel du pouvoir. Les quêtes, cœur narratif de la légende arthurienne, sont systématiquement présentées comme des errances vaines ou des missions dénuées de sens. Dispersées aux quatre coins d'un royaume morcelé, elles ne convergent plus vers un but unique mais s'éparpillent en micro-récits parallèles qui ne construisent aucune cohérence d'ensemble. Les chevaliers partent moins pour accomplir des exploits que pour fuir l'immobilisme étouffant de Camelot, et leurs aventures ressemblent souvent à des fuites en avant désespérées. Les objets de ces quêtes, reliques perdues, alliés improbables, savoirs occultes apparaissent dérisoires face à l'ampleur de la crise, comme si on tentait d'éteindre un incendie avec une cuillère à café. Cette dilution de l'action en multiples tentatives infructueuses traduit l'impuissance générale et l'absence de vision stratégique, chaque initiative isolée contribuant à l'impression d'un gâchis organisé. La temporalité spécifique du film mérite une analyse approfondie tant elle s'éloigne des conventions du genre héroïque. Le temps ne progresse pas linéairement vers un climax salvateur mais s'écoule de manière circulaire et répétitive, comme piégé dans des cycles d'échecs recomposés. Les journées se ressemblent, marquées par les mêmes rituels vides, les mêmes conseils stériles, les mêmes attentes déçues. Les saisons changent sans apporter de renouveau, l'hiver métaphorique s'installant de manière permanente dans les cœurs et les institutions. Cette dilatation du temps présent, cet étirement de l'entre-deux, crée une sensation d'étouffement existentiel que partagent les personnages et les spectateurs, faisant de la durée elle-même l'ennemi principal, plus redoutable que les armées adverses ou les malédictions divines.
La bande originale, composée par Alexandre Astier lui-même, joue un rôle déterminant dans la construction de cette atmosphère de fin de cycle. Loin des fanfares triomphales traditionnelles, la musique adopte des tonalités mineures, des développements lents et contemplatifs, des thèmes qui se cherchent sans jamais trouver de résolution harmonique. Les cuivres, lorsqu'ils apparaissent, sonnent moins la gloire que l'avertissement, les cordes tissent des nappes mélancoliques qui enveloppent les images d'un voile de nostalgie préemptive. L'absence presque totale de leitmotiv joyeux ou entraînant signe l'abandon des codes du film d'aventure au profit d'une approche plus symphonique et psychologique, où la partition devient le reflet des états d'âme complexes d'un roi et d'un royaume en perdition. La musique ne commente plus l'action, elle la précède et la conditionne, imposant son humeur grave avant même que les images ne déploient leur récit. Les personnages secondaires, nombreux et parfois rapidement esquissés, ne forment pas pour autant une simple galerie de figurants mais constituent un chœur antique dont les interventions mesurées commentent l'action principale. Chacun incarne une option politique, une valeur morale, une tentation ou un renoncement possible, dessinant ainsi la cartographie complète des possibles qui s'offrent et se ferment à Arthur. Leur dialogue entre eux, souvent en marge des scènes centrales, offre des points de vue décalés et parfois plus lucides sur la situation, comme si la vérité du royaume se disait mieux dans les coulisses que sur la scène officielle. Cette polyphonie narrative, si elle peut déconcerter par sa dispersion, reproduit admirablement la complexité d'un monde où le pouvoir n'est plus centralisé mais diffus, où l'autorité se fragmente en une multitude de micro-pouvoirs concurrents. La direction de la photographie et le travail sur la lumière participent activement à la déconstruction du mythe chevaleresque. Les intérieurs sont souvent plongés dans une pénombre inquiétante, les torchers projetant des ombres déformées sur les murs de pierre, comme si la réalité elle-même refusait de se laisser voir clairement. Les extérieurs, lorsqu'ils sont montrés, le sont sous des ciels bas et plombés, ou dans la lumière crue d'un soleil qui éclaire sans réchauffer. Les rares scènes ensoleillées paraissent ironiques, tant leur luminosité contraste avec la noirceur des enjeux. Le choix des filtres, des températures de couleurs, des profondeurs de champ, tout concourt à créer un univers visuel cohérent où la beauté n'est jamais séparée de la mélancolie, où chaque image porte en elle la conscience de sa propre disparition possible. Le traitement de la spiritualité et du rapport au Dieu constitue l'un des renversements les plus audacieux opérés par le film. Loin d'être des protecteurs bienveillants ou des guides éclairés, les divinités celtiques apparaissent comme des entités capricieuses, vaguement hostiles, dont les exigences contradictoires piègent les humains dans des dilemmes insolubles. La religion n'est plus un recours mais une source supplémentaire de complications, un système de dettes et de châtiments dont on ne parvient jamais à s'acquitter. Arthur, en particulier, entretient avec le sacré une relation faite de défiance et de méfiance réciproque, comme si les dieux et les hommes étaient engagés dans une partie d'échecs perdus d'avance. Cette désacralisation du monde, poussée jusqu'à son terme, laisse les personnages face à leurs propres responsabilités sans le filet de la transcendance, dans un univers devenu purement immanent et par conséquent profondément angoissant. Est la reconstitution historique, toujours précise chez Astier, sert ici moins à créer un réalisme documentaire qu'à ancrer la crise spirituelle dans une matérialité concrète. Les détails du quotidien ou la qualité des tissus, la forme des armes, l'agencement des salles, ne sont pas de simples ornements mais les signes tangibles d'une civilisation à son apogée technique mais en plein déclin moral. Cette attention au concret rend d'autant plus palpable l'écart entre la sophistication matérielle et la pauvreté spirituelle, entre la beauté des objets et la laideur des relations humaines. Le monde de Camelot est magnifiquement réalisé, mais cette beauté même accuse le vide qu'elle habite, comme un écrin somptueux contenant un joyau perdu ou dévalué. Les rapports de genre, évoqués avec une finesse nouvelle, montrent une société où les rôles traditionnels se décomposent sans que de nouveaux équilibres n'émergent. Les femmes, loin des stéréotypes de la princesse passive ou de la tentatrice fatale, développent des stratégies de pouvoir complexes, souvent plus subtiles et plus efficaces que la force brute masculine. Leurs conversations, leurs alliances, leurs manœuvres dans l'ombre dessinent une carte parallèle du pouvoir qui double et parfois contredit la carte officielle. Les hommes, de leur côté, semblent souvent dépassés par la charge émotionnelle et politique qu'ils doivent porter, leur certitude virile se lézardant sous la pression des événements. Cette reconfiguration des identités de genre, encore inachevée, ajoute une couche de confusion à une société déjà en perte de repères. Le film explore avec une acuité remarquable la psychologie de la délégitimation progressive. Arthur n'est pas renversé par un coup d'état spectaculaire mais se délégitime lui-même par une série de renoncements successifs, de doutes affichés, de décisions reportées. Le pouvoir ne lui est pas arraché, il fuit de lui comme l'eau entre les doigts, et cette lente déperdition est plus tragique qu'une défaite militaire. Chaque fois qu'il hésite, chaque fois qu'il consulte son entourage au lieu de trancher, chaque fois qu'il laisse paraître son incertitude, il mine un peu plus son autorité.
Le processus est d'autant plus cruel qu'il semble largement inconscient, Arthur agissant moins en stratège calculateur qu'en homme épuisé dont les ressources intérieures sont à sec. La royauté, dans cette perspective, apparaît moins comme une fonction que comme une énergie psychique qui peut s'épuiser, et dont l'épuisement est contagieux pour tout le corps social. L'humour, lorsqu'il survient, adopte des tonalités nouvelles, plus sombres et plus désespérées. Il ne s'agit plus de l'absurde joyeux des premières saisons mais d'un humour noir, souvent autocritique, qui sert de mécanisme de défense contre l'horreur du réel. Les personnages rient de leur propre impuissance, de l'absurdité de leur situation, des contradictions insolubles dans lesquelles ils sont pris. Ce rire n'est plus libérateur mais symptomatique, signe d'une lucidité qui ne débouche sur aucune action salvatrice. Il participe de l'ambiance générale de désenchantement, comme un sourire crispé sur un visage marqué par la fatigue et le désespoir. L'équilibre entre comique et tragique, signature de la saga, bascule ici clairement du côté du tragique, l'humour n'étant plus qu'un épiphénomène dans un paysage émotionnel dominé par la mélancolie et la résignation. La structure narrative elle-même, souvent critiquée pour son éclatement, peut être lue comme une tentative formelle de rendre compte de la fragmentation du monde représenté. En suivant simultanément plusieurs intrigues parallèles qui ne convergent pas, le film donne à voir un royaume où plus rien ne fait système, où les parties ne s'articulent plus en un tout cohérent. Cette dispersion du récit n'est pas un défaut mais un choix esthétique risqué, qui exige du spectateur qu'il accepte de ne pas voir se tisser les fils d'une intrigue unique mais d'assister à l'effilochement d'une multitude de destins individuels. La cohérence, dans cette perspective, n'est plus narrative mais thématique. Ce qui unit les différentes séquences, c'est moins une causalité dramatique qu'une commune atmosphère de déclin, une même sensation de fin de partie qui imprègne tous les lieux et tous les personnages. Le traitement des antagonismes évite soigneusement le manichéisme simpliste pour explorer des conflits de légitimité et de vision du monde. Les opposants à Arthur ne sont pas des méchants purs mais porteurs d'autres logiques, d'autres projets pour le royaume, parfois tout aussi défendables que le sien. Cette complexification des lignes de fracture rend les conflits plus tragiques encore, car ils opposent moins le bien et le mal que des conceptions incompatibles du bien, des intérêts légitimes et contradictoires, des loyautés qui s'excluent mutuellement. Le film montre ainsi que la guerre civile n'est pas seulement une question de pouvoir mais aussi une guerre des récits, où chacun tente d'imposer sa version de l'histoire et sa vision de l'avenir. Arthur lui-même semble parfois douter de la supériorité morale de sa cause, ce qui le paralyse davantage encore face à des adversaires plus certains de leur bon droit. La question de la transmission et de l'héritage traverse l'ensemble du film comme une préoccupation obsédante. Que transmettre dans un monde qui semble condamné? À qui confier la charge d'un royaume en ruine? Comment être un père, biologique ou symbolique, quand on ne croit plus en l'avenir? Ces questions hantent particulièrement Arthur, qui n'a pas d'héritier direct et voit ses fils chevaliers s'égarer ou le trahir les uns après les autres. La crise successorale n'est pas seulement politique mais existentielle. Elle touche à la possibilité même de donner un sens à son action en l'inscrivant dans une continuité historique. L'impression de vivre une fin sans commencement possible, un terminus sans perspective de renouveau, pèse sur chaque décision et chaque relation, creusant encore le fossé entre les générations et les projets. L'exploration des paysages et de leur symbolisme contribue puissamment à l'atmosphère générale. Les forêts sombres et profondes ne sont plus des décors d'aventure mais des espaces de perdition où l'on s'égare physiquement et moralement. Les landes désolées, battues par les vents, figurent l'isolement et l'exposition aux forces hostiles. Les rares villages traversés montrent une paysannerie méfiante et repliée sur elle-même, indifférente aux querelles des seigneurs. Le paysage devient ainsi un personnage à part entière, non pas une nature idyllique mais un territoire marqué par l'histoire et la géographie, avec ses contraintes, ses dangers, ses beautés mélancoliques. Cette attention aux lieux comme conditionnement de l'action humaine rompt avec l'abstraction de beaucoup de récits arthuriens pour réancrer la légende dans un espace concret et crédible. Le travail sur le son et les silences mérite une analyse spécifique tant il participe à la construction d'une expérience sensorielle unique. Les bruits du château au craquement des boiseries, cliquetis des armures, écho des pas dans les couloirs ont créé une bande-son réaliste qui ancre le film dans une matérialité tangible. Les silences, quant à eux, sont travaillés comme des espaces de tension et de révélation, des moments où l'inaction devient plus éloquente que l'action. Les dialogues, souvent murmurés, obligent le spectateur à tendre l'oreille, créant une intimité forcée avec les personnages mais aussi une sensation de conspiration permanente. Cette économie sonore contribue à l'impression générale de repli, de vie intérieure refoulée, de paroles qui n'osent plus se dire à voix haute dans un espace devenu hostile à la communication authentique. La représentation du peuple, souvent absente des versions nobles de la légende, introduit une perspective sociale qui complète et relativise le drame des élites. Les paysans, artisans,
marchands qui apparaissent en arrière-plan ne sont pas de simples figurants mais porteurs d'une expérience différente de la crise, centrée sur la survie quotidienne plutôt que sur les enjeux de pouvoir. Leur regard sur les chevaliers, parfois admiratif, plus souvent indifférent ou hostile, rappelle que le projet arthurien n'a peut-être jamais concerné que la petite noblesse, laissant de côté la grande majorité de la population. Cette discrète mais insistante présence du peuple en marge des grands débats politiques introduit une critique sociale implicite, soulignant l'écart entre les idéaux proclamés et la réalité vécue par le plus grand nombre. Le film développe une réflexion subtile sur les différentes formes de savoir et leur légitimité concurrente dans un monde en crise. Le savoir livresque des clercs, le savoir empirique des guerriers, le savoir traditionnel des anciens, le savoir intuitif des devins, tous ces systèmes de connaissances entrent en conflit sans qu'aucun ne parvienne à s'imposer comme paradigme dominant. Arthur, encyclopédiste désabusé, les connaît tous mais n'adhère pleinement à aucun, ce qui le place dans une position d'extrême lucidité mais aussi d'extrême impuissance. La crise politique apparaît ainsi comme la conséquence d'une crise épistémologique plus profonde. On ne peut gouverner un monde qu'on ne comprend plus, et les outils conceptuels hérités du passé se révèlent inadaptés aux problèmes nouveaux. Cette dimension intellectuelle, rare dans le cinéma de genre, donne au film une profondeur philosophique remarquable. L'évolution des costumes au fil du récit constitue une narration parallèle d'une grande finesse. Les vêtements ne se contentent pas d'indiquer le rang social mais traduisent les transformations psychologiques et l'usure morale. Arthur abandonne progressivement les atours royaux pour des tenues plus simples, plus sombres, comme s'il cherchait à se délester symboliquement des oripeaux du pouvoir. Les chevaliers, partis en quête avec des armures étincelantes, reviennent couverts de boue et de poussière, leurs beaux habits déchirés par les ronces et les combats. Cette dégradation vestimentaire visible raconte à elle seule l'échec des entreprises, l'usure des idéaux, la confrontation douloureuse avec une réalité qui résiste aux plus beaux symboles. Le costume devient ainsi un langage muet mais éloquent, témoignant de l'écart grandissant entre les apparences et les réalités. La mise en scène des conseils et des assemblées politiques révèle avec une cruelle précision les mécanismes de la délégitimation en acte. Les longues séquences autour de la table ronde, ou de ce qu'il en reste, montrent moins des débats d'idées que des joutes verbales stériles, des règlements de comptes personnels déguisés en discussions politiques, des stratégies d'esquive et de procrastination. Arthur, assis à la place d'honneur, semble souvent absent à lui-même, son regard perdu dans le vague pendant que les autres se disputent. L'espace de la salle, autrefois symbole d'égalité et de fraternité, devient le théâtre de divisions de plus en plus visibles, les sièges vides accusant les défections, les places laissées libres par les traîtres ou les morts formant comme des trous dans la communauté. La mise en scène de ces séquences, avec ses plans larges qui isolent les personnages les uns des autres, ses cadrages serrés sur des visages fermés, ces mouvements de caméra circulaires qui donnent le tournis, participent activement à la démonstration de l'impuissance collective. Le traitement des personnages comiques traditionnels de la saga, Perceval, Caradoc et leur suite, prend ici une tonalité nouvelle, plus sombre et plus ambivalente. Leur bêtise, autrefois source de gags purs, devient progressivement une forme de sagesse involontaire, une résistance à l'embrigadement dans des systèmes de pensée trop complexes pour être vrais. Leurs questions naïves, leurs incompréhensions fondamentales, leurs interprétations littérales des métaphores politiques, dévoilent par contraste l'artificialité et la vanité des constructions intellectuelles des élites. En même temps, leur marginalité même les rend vulnérables, et le film n'épargne pas leur souffrance ni leur désorientation face à un monde qui leur échappe de plus en plus. Ce renversement subtil transforme des figures traditionnellement comiques en révélateurs tragiques de la crise générale, sans pour autant leur ôter leur dimension humoristique, créant ainsi un mélange tonique unique de rire et d'émotion. L'exploration des différentes formes de loyauté et de leur mise à l'épreuve constitue l'un des fils rouges les plus poignants du récit. La loyauté n'y est plus présentée comme une vertu absolue mais comme un choix constamment remis en question, un équilibre précaire entre des obligations contradictoires. Les chevaliers sont tiraillés entre leurs serments envers Arthur, leurs alliances familiales, leurs intérêts personnels, leur vision de l'avenir du royaume. Les trahisons, lorsqu'elles surviennent, sont rarement le fait de méchants purs mais souvent de personnages confrontés à des dilemmes moraux insolubles. Le film montre ainsi la complexité des engagements humains dans un contexte de crise où les repères moraux traditionnels vacillent, où ce qui semblait hier un devoir peut apparaître aujourd'hui comme une faute. Cette approche nuancée évite le manichéisme sans tomber dans un relativisme mou, préservant la dimension tragique des choix tout en reconnaissant leur complexité. La représentation de la magie et du surnaturel rompt délibérément avec les conventions du merveilleux féerique pour explorer une conception plus archaïque et inquiétante du sacré. Les sorts ne fonctionnent pas toujours, les prophéties sont ambiguës et sujettes à interprétation, les entités surnaturelles se montrent capricieuses et souvent hostiles. Le merveilleux, loin d'être une solution aux problèmes humains,
en devient une complication supplémentaire, introduisant dans un monde déjà chaotique des éléments d'irrationalité pure qui défient toute tentative de compréhension ou de contrôle. Cette déromantisation de la magie la rend à la fois plus crédible historiquement, dans le cadre d'une mentalité prémoderne, et plus intéressante dramatiquement, puisqu'elle cesse d'être un deus ex machina pour devenir une force parmi d'autres, avec ses lois obscures et ses effets imprévisibles. Le surnaturel, dans cette perspective, n'illumine pas le monde mais l'obscurcit encore davantage, ajoutant au désordre politique et moral un désordre métaphysique. L'attention portée aux détails de la vie quotidienne et aux gestes répétitifs inscrit le drame politique dans une temporalité concrète qui en relativise l'importance. Les scènes montrant la préparation des repas, l'entretien des armes, les soins aux chevaux, les travaux des champs, rappellent que la vie continue malgré les crises des élites, selon des rythmes et des nécessités immémoriaux. Cette persistance du quotidien offre une forme d'espoir modeste mais réel. Si les rois et les royaumes passent, les gestes fondamentaux qui assurent la survie et perpétuent l'espèce demeurent. En contrepoint des grandes questions métaphysiques et politiques, cette évocation du concret donne au film une épaisseur humaine supplémentaire, ancrant le mythe dans une réalité tangible faite de pain, de feu et de fatigue. Le traitement des émotions, particulièrement celui de la mélancolie royale, atteint une subtilité psychologique remarquable. Arthur n'est pas présenté comme un dépressif au sens clinique mais comme un homme en proie à une lassitude existentielle profonde, une fatigue d'être roi et peut-être même d'être tout court. Cette mélancolie n'est pas passive mais active, elle est une forme de résistance à un destin imposé, un refus intime de jouer un rôle dont on a percé à jour la vanité. Le film évite soigneusement le pathos facile, montrant plutôt les manifestations discrètes mais tangibles de cette souffrance. Des insomnies, une perte d'appétit, une difficulté à se concentrer, un retrait progressif des relations sociales. Cette approche sobre et nuancée rend le personnage d'autant plus touchant qu'il ne se complaît pas dans son malheur mais le porte comme un fardeau supplémentaire, avec une dignité silencieuse qui force le respect et la compassion. La structure en diptyque, ce film n'étant que la première partie du deuxième volet, influence profondément la narration, créant une expérience cinématographique originale qui défie les attentes traditionnelles. Le film ne cherche pas à offrir une résolution complète mais à poser des questions, à installer une atmosphère, à développer des tensions qui ne pourront se dénouer que dans l'épisode suivant. Cette approche, risquée, exige du spectateur qu'il accepte la frustration d'une fin ouverte, l'incomplétude d'un récit qui se présente délibérément comme un fragment. En contrepartie, elle permet une densité et une complexité rares, libérant le film de la nécessité de boucler toutes les intrigues et autorisant des développements plus subtils, plus ambivalents, plus respectueux de l'ambiguïté du réel. Le film devient ainsi moins une œuvre autonome qu'un chapitre d'un livre plus vaste, avec tout ce que cela comporte de limitations mais aussi de possibilités narratives uniques. L'exploration des différentes conceptions du temps historique et de leurs implications politiques apporte une profondeur philosophique considérable. Certains personnages croient en un temps cyclique où tout revient éternellement, d'autres en un temps linéaire progressant vers un but, d'autres encore en un temps apocalyptique marchant vers une fin catastrophique. Arthur, lui, semble parfois penser que le temps s'est arrêté, ou du moins qu'il tourne à vide, répétant indéfiniment les mêmes erreurs sans jamais produire de véritables nouveautés. Ces conceptions temporelles contradictoires sous-tendent les différents projets politiques et expliquent en partie les incompréhensions entre les personnages. Comment s'accorder sur une action commune quand les uns veulent restaurer un passé idéalisé, les autres construire un avenir radicalement nouveau, et d'autres encore seulement survivre au présent? Le temps lui-même devient un enjeu de lutte, une dimension à conquérir ou à subir. La représentation des arts et de la culture dans un monde en crise offre des perspectives fascinantes sur les relations entre création et décadence. La poésie se meurt, réduite à des éloges convenus de mécènes défaillants, la musique se fait rare, réservée à des cérémonies de plus en plus espacées, l'architecture stagne dans la répétition de formes anciennes. Seul l'artisanat, lié aux nécessités pratiques, semble maintenir un certain niveau d'excellence, comme si la beauté avait fui les sphères nobles pour se réfugier dans l'utile. Cette évolution culturelle reflète et accompagne la crise politique. Une société qui ne produit plus d'œuvres nouvelles est une société qui a perdu confiance en son avenir, qui ne se projette plus au-delà de sa propre survie immédiate. La culture, dans cette perspective, n'est pas un ornement mais un symptôme, et son appauvrissement progressif signe l'affaiblissement des forces vitales du royaume. Le traitement de la violence, physique et symbolique, évite soigneusement toute glorification pour en montrer plutôt les conséquences concrètes et durables. Les combats sont brefs, brutaux, et laissent des traces visibles sur les corps et les esprits. Les blessures ne guérissent pas miraculeusement mais handicapent durablement, les traumatismes psychologiques ne se dissipent pas mais hantent les nuits et conditionnent les comportements. La violence politique, moins spectaculaire mais tout aussi réelle, se manifeste par des exclusions, des humiliations,
des trahisons qui brisent les liens de confiance et minent les fondements mêmes de la communauté. Cette approche réaliste et désenchantée de la violence contribue puissamment à l'atmosphère générale de désillusion, montrant que la force, loin de résoudre les problèmes, en crée toujours de nouveaux et plus graves. La chevalerie, idéalement vouée à canaliser la violence, apparaît ici comme impuissante à la contenir, voire parfois comme l'un de ses vecteurs. L'étude des rapports entre mémoire individuelle et mémoire collective ouvre des perspectives fascinantes sur la construction des identités et des légitimités. Les personnages ne se souviennent pas tous des mêmes événements, ou ne leur attribuent pas la même signification, créant ainsi des versions concurrentes du passé qui nourrissent les conflits du présent. Arthur lui-même semble parfois prisonnier de sa propre mémoire, hanté par ses choix passés, ses échecs, ses occasions manquées, au point que le poids du souvenir l'empêche d'agir dans le présent. La mémoire devient ainsi moins un trésor qu'un fardeau, moins une ressource qu'une entrave, et l'oubli apparaît parfois comme une tentation nécessaire pour pouvoir continuer à vivre. Cette réflexion sur les usages politiques et psychologiques de la mémoire donne au film une résonance contemporaine évidente, dans un monde où les guerres mémorielles sont devenues un enjeu central des luttes pour le pouvoir symbolique. La représentation des saisons et de leur cycle implacable introduit une dimension naturelle qui relativise les agitations humaines. L'hiver qui s'installe progressivement ne sert pas seulement de métaphore du déclin mais constitue une réalité concrète qui complique toutes les entreprises. Les routes deviennent impraticables, les récoltes se raréfient, le froid pénètre les murs des châteaux et use les corps affaiblis. Cette temporalité naturelle, indifférente au drame politique, rappelle aux personnages et aux spectateurs leurs conditions de créatures soumises aux éléments, dépendantes des cycles immuables de la nature. En contrepoint des préoccupations purement humaines, pouvoir, honneur, amour, cette évocation des forces naturelles replace l'aventure humaine dans un cadre plus vaste, plus ancien, et finalement plus rassurant dans sa permanence même. Même si les royaumes s'effondrent, le printemps reviendra, porteur d'une renaissance toujours possible. Le traitement des personnages féminins et de leur stratégie de survie dans un monde masculin et violent constitue l'un des aspects les plus modernes et les plus réussis du film. Loin des stéréotypes de la femme-objet ou de la femme-victime, les personnages féminins développent des arts de la ruse, de la persuasion, de l'alliance qui leur permettent d'exercer une influence réelle malgré leur exclusion formelle du pouvoir. Leurs conversations dans l'intimité des appartements, leurs réseaux d'informations parallèles, leurs interventions discrètes mais déterminées, dessinent une carte du pouvoir occulte qui double et contredit parfois la carte officielle masculine. Cette représentation nuancée et respectueuse évite à la fois l'écueil de l'anachronisme en ne faisant pas des femmes des féministes avant l'heure, et celui du traditionnalisme en ne les réduisant pas à des figures passives. Elle montre plutôt la diversité des positions et des stratégies possibles dans un contexte de domination masculine, depuis la résistance ouverte jusqu'à la collaboration intéressée, en passant par toutes les formes subtiles de subversion. L'exploration des différentes formes de savoir et de leur hiérarchie mouvante dans un monde en crise apporte une dimension intellectuelle souvent absente du cinéma de genre. Le savoir livresque des clercs, fondé sur l'autorité des textes anciens, entre en conflit avec le savoir empirique des guerriers, fondé sur l'expérience du terrain. Le savoir traditionnel des anciens, transmis oralement, se heurte au savoir rationnel et critique d'Arthur, nourri de philosophie antique. Ces conflits épistémologiques ne sont pas présentés comme de simples disputes d'érudits mais comme des enjeux politiques majeurs. Qui a le droit de dire le vrai, et selon quels critères? La crise de légitimité politique apparaît ainsi comme la conséquence d'une crise plus profonde de la connaissance elle-même, où les anciens repères ne fonctionnent plus et où de nouveaux doivent être inventés, dans la douleur et l'incertitude. La mise en scène des repas et banquets, moments traditionnellement centraux dans la représentation de la société médiévale, est particulièrement révélatrice des transformations en cours. Les grands banquets d'apparat ont disparu, remplacés par des repas frugaux pris en petits comités, souvent dans un silence pesant. La nourriture elle-même, simple et peu variée, reflète les difficultés économiques du royaume. Le partage du pain et du vin, rite social fondamental qui scellait les alliances et affirmait la cohésion du groupe, devient de plus en plus rare, chaque personnage mangeant souvent seul dans sa chambre. Cette décomposition des rituels alimentaires signe la disparition du lien communautaire de base. L'incapacité à partager ne serait ce qu'un repas étant le symptôme d'une incapacité plus profonde à partager un projet, des valeurs, un destin commun. La table, autrefois lieu de convivialité et de décision, n'est plus qu'un meuble parmi d'autres dans des salles de plus en plus désertes. Le traitement de la folie, sous ses diverses formes, constitue un fil rouge subtil mais puissant. La folie douce de certains chevaliers, la folie mélancolique d'Arthur, la folie mystique de quelques devins, la folie paranoïaque de seigneurs assiégés, toutes ces déraisons ne sont pas présentées comme des anomalies pathologiques mais comme des réponses compréhensibles, voire logiques, à un monde devenu absurde. Par contraste,
Ceux qui maintiennent une apparence de parfaite rationalité apparaissent souvent comme les plus dangereux ou les plus hypocrites, leurs raisons servant à justifier l'injustifiable ou à refuser de voir l'évidence. Cette réhabilitation de la folie comme forme de lucidité paradoxale, comme résistance à l'ordre insensé du monde, donne au film une profondeur psychologique et philosophique remarquable. Elle invite à reconsidérer la frontière entre raison et déraison, entre santé et maladie mentale, dans un contexte où la normalité elle-même est devenue problématique. L'attention portée aux détails architecturaux et à leur symbolisme muet enrichit considérablement la lecture des espaces. La hauteur sous plafond de la grande salle, qui écrasait jadis les visiteurs sous la majesté royale, semble maintenant écraser le roi lui-même de son vide monumental. L'étroitesse des escaliers en colimaçon figure les pensées qui tournent en rond sans issue. Les fenêtres étroites et haut placées laissent entrer une lumière parcimonieuse qui maintient les intérieurs dans une pénombre perpétuelle, comme si le château lui-même refusait la clarté. Chaque élément architectural semble avoir été choisi pour sa valeur expressive, contribuant à créer un environnement globalement cohérent où l'espace physique reflète et conditionne l'espace mental des personnages. Le château de Camelot n'est plus seulement un décor mais un personnage à part entière, dont l'évolution parallèle à celle de ses habitants constitue l'une des grandes réussites du film. La représentation des conflits générationnels et de leur dimension politique ajoute une couche de complexité à la crise générale. Les jeunes chevaliers, impatients et idéalistes, s'opposent aux vieux seigneurs, prudents et cyniques. Les pères imposent des choix que les fils rejettent, les filles refusent les mariages arrangés qui perpétueraient un ordre qu'elles jugent caduc. Ces luttes ne sont pas présentées comme un simple renouvellement nécessaire, mais comme un facteur supplémentaire de fragmentation dans un monde déjà trop divisé pour supporter de nouvelles fractures. Le film montre avec une grande finesse comment les conflits de génération se superposent et s'entremêlent avec les autres lignes de fracture, politiques, sociales, culturelles, créant un tissu social d'une complexité décourageante pour tout projet de réforme ou de renaissance. La transmission elle-même semble en panne, les anciens n'ayant plus rien à transmettre qui vaille la peine, les jeunes ne voulant plus recevoir ce qui leur est offert. L'étude des métaphores filées liées à la maladie et à la guérison structure en profondeur le récit. Camelot est présenté comme un corps malade dont Arthur serait le médecin impuissant, essayant des remèdes inefficaces sur un patient en phase terminale. Les conseillers sont des charlatans proposant des panacées illusoires, les chevaliers des membres gangrenés qu'il faudrait peut-être amputer, les crises politiques des fièvres intermittentes. Cette météorologie médicale donne une unité symbolique à des événements apparemment disparates et renforce le sentiment de déclin irréversible. Mais elle ouvre aussi une perspective critique sur l'action politique elle-même, présentée moins comme un art de gouverner que comme un art de soigner, avec ses diagnostics incertains, ses pronostics réservés, ses traitements aux effets secondaires dévastateurs. Le roi médecin, dans cette perspective, est condamné à l'échec car la maladie qu'il doit soigner est peut-être moins dans le corps social que dans la nature même du pouvoir qu'il exerce. Fin.